Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics, quelles qu'elles soient sur tous les écrans, qu'ils soient petits et grands. Et aujourd'hui, on est quand même du côté du petit écran, mais d'une œuvre pour les grands, puisque on va s'intéresser à Gen V, le premier spin-off de la série télévisée The Boys, adapté des comics de Garth Ennis et Darick Robertson et diffusé sur Prime Video. À la base, The Boys, c'est une caricature, une satire des univers de super-héros en comics. La série elle-même s'est montrée un petit peu très moqueuse par rapport à l'industrie hollywoodienne et aux univers partagés qui se sont construits. Mais comme le succès est au rendez-vous, elle est un petit peu obligée de suivre aussi la démarche de production actuelle, puisqu'on est aussi quand même chez Prime Video. C'est pas une boîte de production indépendante. Tu viens de lâcher une caisse ou j'ai rêvé? Non, j'ai ri. Okay, d'accord. C'était un rire nerveux, wesh. Okay. J'entendais pas à cause de ça. Et pardon, après t'aurais le droit, tu sais, t'es bien, tout le monde fait ce qu'il veut ici. Et donc, pardon, le chemin de production habituel, parce que Prime Video, c'est pas une boîte de prod indépendante. Donc, on en arrive à Gen V, qui est un spin-off estudiantin, comme j'aime bien l'appeler quand on en parlait avant que ça n'arrive. Donc une bande d'étudiants à la fac des super-héros qui apprennent donc à maîtriser leur pouvoir et à être les futurs stars. En fait, c'est même un système un petit peu presque de télécrochet, mais par le biais de l'université, puisque tout est toujours dans les mains de Vought International, donc la compagnie qui dirige le monde, qui dirige les Seven. Et donc le but de ces étudiants, c'est de forcément intégrer la méga équipe. Est-ce que c'était bien ou pas? On va en parler. C'est une série qui a rencontré un certain succès. D'ailleurs, il y a même un autre spin-off de The Boys du coup qui est en production, qui s'appelle The Boys Mexico. Peut-être qu'on en reviendra aussi un petit peu dans l'ouverture de ce podcast. Mais d'abord, donc on va parler de Gen V. Et pour cela, eh bien, je ne serai pas tout seul. Vous l'avez un petit peu compris juste avant avec les éclats de rire incontrôlés et incontrôlables, puisque nous avons Karl avec nous. Salut Karl. Yo. Tu vas bien? Très très bien, très content d'être là. Très content. Est-ce que tu te rappelles la dernière, t'es venu il y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression. Si, je crois que ça fait un moment. Ça fait un petit moment déjà. C'était pas pour Black Panther 2? Ah, dans ce cas, ça ferait très longtemps, ça ferait plus d'un an, mais moi j'avais le souvenir que je t'avais Sandman, on l'avait fait. C'était quand Sandman? C'était l'année dernière? C'était août 2022. Ah oui, bah oui, ça fait un petit moment. Ouais. Ok, ben autant pour moi, j'avais l'impression que je t'avais reçu il y a pas si longtemps que ça, mais le temps file vraiment. Donc en tout cas, ça me fait plaisir de te revoir avec nous. À côté de moi également, il y a Happy. Coucou. Salut. La dernière fois que tu étais venu, c'était pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, je crois. Oui, bah c'est de la période qu'il m'a fallu pour me remettre de mes émotions, je pense. Effectivement, puisque avec la célèbre analogie des pattes de Splinter, c'était lourd à encaisser. On s'en rappelle tous très bien. Et bien entendu, un First Print ne serait pas un First Print s'il n'y a pas Corentin avec nous. Coucou. Yo, ça va? Ça va très bien, et toi? Oui. Très bien. Merci. Alors, avant de commencer, je vais demander à celui qui n'a pas mis son téléphone en mode avion de le mettre en mode avion pour que je n'ai plus les petits trucs là qui sont dans les oreilles et qui doivent aussi un petit peu faire mal aux oreilles de nos auditeurs et auditrices. Et maintenant que nous sommes débranchés, déconnectés de tout, on va commencer ce podcast avec le traditionnel point Corentinpédia. Corentinpédia d'ailleurs, même pas Corentinpédia en général, c'est juste Corentinpédia. Corentin, toi oui. qui es une encyclopédie vivante sur pattes, est-ce que tu peux un peu me rappeler c'est quoi The Boys, d'où ça vient, et surtout un petit peu le cheminement de production de Gen V qui, à l'inverse de la série mère, en fait ne s'inspire pas réellement en fait des comics de Garth Ennis, mais prend vraiment plutôt part dans l'univers qui a été élaboré par Eric Kripke à partir de la bande dessinée. Juste la série Gen V, du coup? Ça va être très rapide, hein. Non, The Boys, un petit peu, je sais quoi le concept de départ, puis Gen V. Bah, The Boys, c'est une série, donc, c'est une bande dessinée au départ de Garth Ennis, effectivement. Garth Ennis, on n'a pas forcément beaucoup parlé parce qu'on n'a pas fait de podcast sur The Preacher ou autre. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est un scénariste qui est irlandais, qui grandit, entre les années 60 et 70, à l'époque où, justement, il lit beaucoup de comics, mais pas des comics de super-héros, parce qu'il grandit sur un marché où, en fait, la bande dessinée de super-héros est pas forcément dominante, à tous les niveaux, en fait. Le Royaume-Uni, c'est une autre histoire, mais le Royaume-Uni a aussi produit beaucoup de bandes dessinées à échelle locale, en suivant en fait les formats américains, les formats des fanzines, les formats des magazines, les formats des anthologies, et notamment avec différentes BD qui vont être surtout tournées vers la science-fiction, Anticipation, Satire sociale et compagnie, Judge Dredd, Rock Trooper, vous connaissez tout ça, et les comics militaires. Et en fait, Ennis, lui, va beaucoup emprunter les BD de son oncle et grandir avec beaucoup de bandes dessinées militaires, les Charlie's War. Beaucoup de trucs ont été édités chez Delirium depuis d'ailleurs, en fait. C'est un peu ça qui va l'éduquer à la bande dessinée.
Et grandissant, évidemment, c'est un peu, ça renvoie aussi à une phrase d'Alan Moore qui disait que la bande dessinée britannique a pour particularité de regarder autour d'elle et d'essayer de trouver ce qui ne va pas, alors que la BD des États-Unis regarde plutôt vers le haut pour trouver ce qui va aller. C'est-à-dire, tu vois, en fait, les super-héros, c'est une figure très américaine, c'est le surhomme, c'est l'homme providentiel, alors que les Britanniques, c'est plutôt des figures de contestation. Pardon. Comme Judge Dredd, par exemple, c'est une satire, et c'est le héros le plus populaire au Royaume-Uni dans la BD, tu vois. Et donc Ennis, il grandit un peu avec cette philosophie, c'est-à-dire que pour lui, les super-héros, c'est de la connerie. C'est un truc, ça, c'est de la révération pour des figures de fascistes, toutes puissantes, qui, si elles existaient vraiment, seraient des gens odieux, des gens égomaniaques, des gens dangereux et des obsédés, etc. Et ces idées vont commencer à passer dans sa bibliographie. Alors il va commencer par faire des séries chez Vertigo, il va prendre la série Hellblazer avec Steve Dillon notamment. Il va travailler pas mal chez Marvel sur le Punisher, qui est un personnage qu'il aime beaucoup parce que son autre obsession, du fait d'avoir été élevé par les comics militaires et d'être un grand fan de la chose militaire, c'est les héros porte-flingues. Il va faire beaucoup de Punisher, donc beaucoup de Nick Fury aussi, et commencer dès le début à créer des BD originales, souvent sur des thèmes politiques. Il va faire une BD sur le post-11 septembre, 303. Il va faire beaucoup de comics qui vont évoquer l'histoire militaire des États-Unis, les grands conflits de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Et effectivement, au début des années 2000, il commence à s'amorcer une sorte de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire des super-héros, parce que les années 90 ont été un grand champ, en fait, un grand bourbier, où on a vu des héros très traditionnels arriver en bout de course, des logiques qui ne se renouvelaient pas, et à l'aune du nouveau millénaire, en fait, on avait envie de poser la question d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va. Et il y a eu beaucoup de comics, justement, par des scénaristes britanniques qui avaient ouvert l'idée que les super-héros, on pouvait les contester, on pouvait les remplacer, on pouvait les changer. On a The Authority, par exemple, de Warren Ellis, beaucoup de comics de Warren Ellis de cette période en général, et Wildstorm, excusez-moi, j'ai un peu mal de saison, et Wildstorm, qui en fait commence justement chez Image Comics sous la présidence de Jim Lee, va aussi poser beaucoup de super-héros très contestataires. Ennis va poser un pied dans cette maison avec les séries Midnighter, et développer un concept qui serait et si les super-héros tels qu'on les connaît, de Marvel et DC, étaient influencés par le capitalisme, par les corporations. On est à l'époque de la deuxième présidence de George Bush, enfin de la deuxième administration Bush, et on sait que Bush, en tant que républicain, avec les liens avec Cheney, tout ce qui s'est passé en Afghanistan, a beaucoup été influencé par le complexe militaro-industriel et les entreprises privées. Et il y a vraiment une allégorie sur Bush qui est évidente dans le comics de Boys, puisqu'il y a une élection présidentielle qui se joue et un parti veut mettre un vrai homme de paille à tel point que c'est même pas vraiment un homme, c'est un homme, mais c'est un personnage qui est vraiment atteint de troubles mentaux très graves, qui est une personnification de George Bush dans la BD. Un peu comme Preacher avec le Jésus, quoi. Exactement, ouais. Preacher, du coup, parle plutôt de religion, comme d'autres comics de Garth Ennis, parce que voilà, il aime pas toutes les structures dominantes, on va dire. T'as vu? Oui. Et donc voilà, c'est un peu ça l'amorce de The Boys. Comme dans The Pro, il va créer des clones de super-héros établis pour les parodier, les transformer en fascistes, les transformer en obsédés sexuels. Très tôt, le projet intéresse Hollywood, puisque dès 2008, la série sort en 2006, hein, dès 2008, le comics va recevoir une option chez la Columbia. Entre-temps, il a migré, il a quitté Wildstorm parce que DC Comics n'était pas très à l'aise avec le thème de ces super-héros dégueulasses, cette violence très très libérée. À partir du moment où t'as les jeunes super-héros qui font des orgies géantes à super vitesse et en fait alternent les plans cul en 30 secondes avec leur super vitesse, je pense effectivement là ils étaient plus trop dans le délire. Ouais, ça, on va publier ça. Bah parce qu'en fait Wildstorm, je pense que la violence ne leur posait pas de problème, mais c'est le cul dans le cul. C'est toujours un truc. Et comme ce qui s'est passé avec Second Coming, DC a été très cool, ils ont dit écoute, nous on peut pas le publier parce qu'on peut pas assumer cette série-là. Mais si tu veux la prendre, on va pas te faire chier avec le copyright, tu l'emmènes où tu veux, on te libère les droits et bon courage Garth et vas-y. D'ailleurs, ils sont restés en bon terme ensuite, hein. Garth Ennis a beaucoup travaillé avec DC ensuite. Et avec Marvel, il a toujours réussi à serpenter parce qu'il a trop de talent pour ne pas revenir jouer avec les figurines de la Maison des Idées ou de DC Comics. Donc ils vont chez Dynamite, à l'époque une jeune maison d'édition, pas forcément la meilleure, hein, mais qui justement avait besoin d'une star, d'une signature. Et The Boys va être un petit peu leur grande série à eux, parce qu'elle va durer quand même pendant 72 numéros. Créer des spin-offs et tout, et faire beaucoup d'argent à Dynamite à ce moment-là. Donc chez Columbia, on se pose la question d'en faire un film, et dès cette période-là, Adam McKay, donc metteur en scène de The Big Short, de Vice aussi d'ailleurs, qui a fait un film sur la présidence de Bush à travers les yeux de Dick Cheney, était intéressé pour le faire. Et lui, étant un grand fan de comédie satirique et de comédie politique, ça aurait été pas mal. Finalement, le projet prend l'eau, Paramount va le récupérer, encore avec McKay, mais ça va pas se faire. Et ce qui se passe, en fait, c'est que Seth Rogen, donc un acteur canadien humoriste que vous avez vu qui a fait le film Superbad,
qui a fait Nos pires voisins. C'est un grand spécialiste de la comédie des stoner movies américains. Et Sausage Party aussi. Et Sausage Party, film d'animation. Avait envie de produire, lui c'est un gros fan de comics, il avait déjà parlé, il voulait faire un film Why the Last Man, il voulait faire Invincible, et il voulait faire aussi The Boys. Et avant il a ça, joué dans Green Hornet. Et il a joué dans Green Hornet, effectivement. Alors c'est pas le meilleur souvenir qu'on peut garder de lui, mais effectivement, et probablement que c'était aussi un fan de Green Hornet. Il avait récupéré les droits de Preacher. Donc le comics vedette de Garth Ennis qui parle de Jesse Custer, un homme qui récupère la voix de Dieu et qui peut ordonner qui veut de faire ce qu'il a envie de faire, sur une très grosse allégorie de l'histoire de la chrétienté aux États-Unis, qui est assez brutale, assez sauvage, mais qui est probablement la meilleure série d'Ennis aujourd'hui. Donc il fait la série télé Preacher, qui même si elle prend beaucoup de liberté, reste une adaptation qui est faite avec le cœur, sans moyens mais avec le cœur. Et ça lui commence à lui faire migrer l'idée que Paul Gregg et sa boîte de prod avec son meilleur pote Evan Goldberg pourraient se spécialiser dans les adaptations de comics. Donc en 2015, il va signer les droits de The Boys pour Cinemax à l'époque. Et il s'associe avec Eric Kripke, qui va devenir ensuite le showrunner et le vrai capitaine du navire, puisque Rogen et Goldberg vont aller après quitter pour aller faire d'autres projets, notamment aider à monter la série animée Invincible, faire le film Tortue Ninja. Tout ça va prendre beaucoup de temps. Disons qu'ils restent producteurs et qu'ils ont donné les clés du navire à Kripke en lui faisant confiance, sachant que Kripke, donc vous connaissez pour être le créateur de Supernatural, mais qui avait aussi fait des comics chez Vertigo qui s'appelait Amped, qui était également dans la pure satire. D'ailleurs, je m'en demande, c'était pas Robertson qui dessinait aussi, mais c'était un dessinateur très proche. C'est un des potes de Ennis, ouais, en tout cas. Où on voyait en fait un quadragénaire bedonnant, divorcé, vraiment qui a une vie de merde, qui prend des pilules lui donnant des super pouvoirs et qui essaie de s'improviser super-héros, sauf que vu que c'est une merde, il y arrive pas du tout. C'est pas Jacked, le titre final? Jacked, ouais, t'as raison. C'était le projet de départ parce que ça devait déjà être en série télé quand ça avait été annoncé, ça ne s'est jamais fait, et je pense que clairement The Boys en fait est l'adaptation, enfin c'est le palliatif de Jacked, de Kripke. Et comme tu l'as bien dit, Eric Kripke, qui a travaillé sur Supernatural, qui a créé la série Supernatural, est énormément référentiel aux comics DC, particulièrement à Hellblazer. Il y a des tonnes de clins d'œil à The Demon aussi de Garth Ennis. Ouais. C'est un très vieux fan de Ennis, on le savait tous. Donc ils l'ont pris probablement en bonne entente en se disant oui, il saura faire ce qu'il faut pour respecter la série, mais en même temps il faut la moderniser parce que The Boys c'est un comic qui ressemble beaucoup aux années 2000, ça évoque une période, la présidence de Bush, et même Ennis lui-même avait dit à plusieurs reprises que s'il devait refaire la BD, il ajouterait cette donnée qui est apparue entre temps, que sont l'apparition des réseaux sociaux, enfin qui a été l'apparition des réseaux sociaux. Donc Ennis arrive en consultant, il pose quelques idées, le projet se monte, c'est un énorme succès. The Boys est la série qui marche le mieux sur Prime Video. C'est leur Mandalorian à eux, c'est leur The Witcher à eux. Enfin, The Witcher à l'époque où ça s'est lancé. Hein. Voilà. Et comme tous les gros succès, justement, comme Mandalorian qui a accouché de Boba Fett, et comme The Witcher qui a accouché de la série de merde qui était basée sur The Witcher. Et l'animé, ouais. Voilà, et l'animé. D'ailleurs, The Boys a eu un animé aussi. Hein. Diabolical, effectivement, une anthologie où un épisode est scénarisé par Garth Ennis lui-même. On a l'idée de commencer à étendre cet univers qui est très riche, qui a plein de personnages, qui a déjà fait des spin-offs en comics en plus, donc pourquoi pas. Et à ce moment-là, on prend Craig Rosenberg, qui était un des producteurs exécutifs de la série, un des scénaristes de la série The Boys, pour monter un premier draft sur une version estudiantine, comme tu dis, donc une université spécialisée pour les super-héros. Ce premier pitch-là, en fait, il va pas au bout de son idée parce que on sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un différend créatif, mais Rosenberg, du coup, est remercié. Retourne travailler sur The Boys avec Kripke, et on confie à deux femmes qui sont Tara Butters et Michelle Fazekas la réécriture de la nouvelle série. Entre-temps, du coup, le projet a été retardé. Trois acteurs et actrices principales sortent du projet parce que l'un des deux qui deviendra plus tard en fait le personnage de Polarity Junior a été réécrit en grande partie. Un personnage qui était joué par l'actrice Amy Carrero, qui a priori devait être l'héroïne, pareil, a dû quitter la série parce qu'elle avait un autre rôle chez Prime Video à occuper, et un autre acteur a été changé. Enfin voilà, il y a eu grosso modo un petit chaos de production, mais un petit chaos au sens ça sursaute, tu vois, pas au sens voilà. Prime Video a repris la main dessus, Kripke a repris la main dessus, et en définitive la série, qui peut-être était, je pense, pensée au départ pour être plus libre, s'inscrit complètement dans la diégèse de The Boys, à tel point qu'on pourrait la voir comme une sorte de saison 3.5 en attendant la suivante. Il y a vraiment un élément de narratif qui fait que bon, après ceci dit, le projet se remet en route. Là, c'est un peu la fin du point, quelque part, parce que à part tout ce qu'on pourrait dire sur la campagne marketing, qui, comme d'habitude, est très bien faite, parce que Prime Video, c'est très bien communiqué. Faut savoir que les équipes qui bossent sur The Boys ont gagné des prix, pour leur stratégie de communication autour des deux séries.
Alors la série sort, elle est plutôt bien accueillie. En cours de route, on ne sait pas s'il y aura une saison 2 ou pas, mais les audiences sont très bonnes. Si, c'est Non, mais renouvelé. au début. Ah, pardon, ok. Et après, vers l'épisode 6-7, finalement, Kripke et Butters et Fazekas disent, oui, il nous faut confiance, on va faire effectivement une nouvelle série. Et entre-temps, Diego Luna et Gael Garcia Bernal, qui sont donc deux vedettes du cinéma américain et espagnol, et mexicain, ont de leur côté monté un projet avec Kripke pour faire un spin-off The Boys Mexico. Donc on est vraiment sur une extension de franchise qui n'est pas, à mon avis, innocente. Les chiffres de Gen V ont prouvé à Prime Video qu'il y avait un intérêt à poursuivre cette folle expansion. On pourra en parler à la fin du podcast à la limite. Finalement, voilà, la série sort et elle est sympa. C'est ça. J'ai pas grand-chose Elle est sympa, non, mais elle est sympa, et puis elle motive, du coup, une bande de... Oui. Et ceci dit, ce que moi j'avais oublié de le dire. J'ai pas pu faire ma transition, tu vois. Il existe bien un arc dans The Boys, tome 3-4, je sais plus, où il y a une fraternité d'étudiants qui font des saloperies, qui se droguent, qui boivent et qui font des bisutages et compagnie. Ça existe dans le comics, et il y a aussi les G-Men, qui sont la parodie des X-Men dans l'univers de The Boys, sauf que dans les X-Men normaux, Charles Xavier, c'est un mec sympa qui veut accueillir des enfants qui souffrent de super pouvoirs pour les orienter, pour les aider, pour former une fédération, etc. Alors que dans The Boys, c'est un gros pédophile. Voilà. Et d'ailleurs, dans la série, il y a aussi des références à des vrais pédophiles. Donc, quelque part, tout se recoupe. Et on voit d'ailleurs dans la série quand même des vrais clins d'œil évidents aux comics. Oui. Encore une fois, Fazekas et Butler ont tout lu pour préparer la série, c'est sûr. Il y a un plan notamment qui évoque un plan même d'une série qui était le Punisher Max, où tu sais, t'as un plan à travers la bouche d'un mec qui va chez le dentiste, un gangster qui va chez le dentiste. T'as ce plan qui est reproduit à l'identique avec un truc qui sort d'une oreille. C'est très documenté, c'est très bien foutu. Et il y a d'autres personnages de la mythologie The Boys qui font des petits caméos. Qui apparaissent, Voilà. Et même des personnages qu'on n'avait pas vus jusqu'ici qui sont introduits dans la série. Tout à fait. Et donc une série bien accueillie et suffisamment bien accueillie pour qu'une bande de quatre trentenaires fringants se réunisse autour d'un enregistreur pour faire un podcast dessus. Et bien sûr, ce podcast, c'est First Print, celui que vous êtes en train d'écouter. Regardez cette narration méta comme elle est incroyablement menée. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans vos oreilles. Et je parle bien sûr seulement de ce podcast. On va commencer par le tour de table, évidemment. Et je me tourne à ma droite. Toujours. Karl. Tu vas commencer. Bah, mais vu que t'étais en retard, c'est ta punition. C'est à toi de t'exprimer en premier lieu, donc, dans cette partie, sans spoilers, où on exprime notre ressenti général. Karl, est-ce que tu avais regardé assidûment, les 3 premières saisons? Est-ce que t'as lu les comics? Est-ce que venu pour la saison 3? Oui, bah voilà. Bah alors, du coup, bon, ça date. Ouais, ça date aussi, voilà. Mais du coup, est-ce que t'avais depuis la saison 3, donc t'avais des attentes sur ce spin-off? Parce que même si il me semble alors du coup que t'avais plutôt apprécié je pense que j'ai trouvé même plus que sympa en fait la série personnellement. J'avais pas révisé The Boys parce que je suivais un petit peu de loin, donc notamment le chaos de casting autour de Gen V, et j'avais pas forcément de grosses attentes. J'avais même un peu des craintes en me disant que c'est encore une expansion de franchise comme on en connaît, avec ce que fait Marvel, avec ce que fait DC. Mais quand même la proposition estudiantine, moi je l'appelle plus teen mais estudiantine, me titillait un petit peu. Et en voyant le premier épisode, donc j'y suis allé, j'ai regardé avec une semaine de retard en me disant bon, c'est pas vraiment quelque chose que je vais regarder assidûment, et j'ai vraiment été très agréablement surpris par le premier épisode, par tout ce que ça développe en fait autour de la mythologie The Boys. Mais je trouve que même si c'est une saison 3.5, ça arrive à avoir sa propre mythologie, ça arrive à avoir ses propres personnages, son propre ton aussi. Et je trouve qu'il y a un côté un peu Hunger Games meets les X-Men, un peu foiré quoi, que j'ai beaucoup aimé. Et on y reviendra plus tard, mais j'ai été aussi très surpris par le personnage principal et par tout ce que ça développe autour de ses pouvoirs. On peut spoiler ses pouvoirs ou pas? Oui, okay. C'est dans le pitch. C'est sur l'affiche en plus. Oui, voilà, ok, c'est sur l'affiche, donc c'est bon. Mais autour de ses pouvoirs, est-ce que ça dit notamment sur le self-harm, enfin sur pas mal de problématiques en fait qui touchent beaucoup de jeunes générations, je l'ai trouvé très intelligente dessus. Et du coup voilà, moi j'ai fini vraiment la saison encore plus excité de voir la saison 4 de The Boys, mais aussi de revoir ces personnages-là. Parce que même si je dis que c'est une saison qui se tient, il y a quand même une transition un peu bizarre où tu sens que dans la deuxième partie de saison, ils préparent plus la saison 4 de The Boys qui ne s'intéresse aux personnages en fait de la série. Et donc je suis encore plus excité de voir la saison 4 de The Boys, mais j'ai quand même envie de voir ce qu'ils vont faire de ces personnages-là. Donc en conclusion, moi je trouve que c'est vraiment une
une série en conclusion, avant les 2 heures, en conclusion de ce tour de table, c'est vrai que c'est vraiment une série très 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 surprenante qui est arrivée à rester dans l'univers de The Boys, mais à créer sa propre identité, à vraiment parler de problématiques qui touchent les jeunes générations, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la satire de la culture des influenceurs aussi, que je trouve génial. Ouais. Tout le côté, donc tu parlais du capitalisme, mais tu parlais du capitalisme. Tout le côté capitaliste aussi des universités américaines. J'ai trouvé ça très 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 cool et très 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 bien géré. Enfin, que ce soit les spots TV, sans que les étudiants sont juste des commodités en fait financières pour les universités. Et encore plus, bon, on en parlera plus tard. Mais voilà, enfin, j'ai trouvé ça très très bien pensé, très divertissant et une bonne extension de l'univers de The Boys. Donc si je résume bien ce que tu viens de dire, t'as pas trop aimé quoi en fait, hein, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. J'adore faire des ça va être les résumés comme ça. Ouais. 11e les place, gens quoi. sont aux éclats. Ouais, je sais, c'est l'anti c'est ce soir quoi, tu vois. Allez, je me retourne Pauline est choquée. de l'autre côté. Happy, toi, grande fan de The Boys devant l'éternel, j'imagine que tu attendais Geneviève avec impatience. Ouais, peut-être même plus que la saison 4 de The Boys, parce que déjà le casting et dans son annonce et après en visionnant la série m'a complètement emballé. J'adore le casting, je le trouve hyper attachant. Alors du coup il y a des newbies, des un peu moins newbies qu'on a déjà vus, mais je sais pas, j'ai ce petit groupe alors ils sont censés être des ados, mais c'est des trentenaires qui sont, enfin même plus très ados, c'est jeunes adultes puisqu'on est à la fac. Mais je les trouve hyper attachants. Les personnages ont vraiment des personnalités qu'on arrive vraiment bien à définir, même s'ils sont un petit peu clichés dans ce qu'ils représentent et dans leur rôle, entre le sportif bien musclé, la blonde, enfin le side de pote qui est noir, tu vois. Il y a un peu des clichés comme ça. Au début, tu te dis bon, ok, c'est cliché, mais c'est hyper sympa. Après, au final, les personnages se développent. Et du coup, moi, vraiment hyper attachée aux personnages. Et j'ai bien aimé, en fait, comme tu disais, Karl, toute cette première partie de série où, en fait, on arrive vraiment à se détacher de l'univers de The Boys, où les enjeux, tu te dis, il y a des vrais enjeux, parce que c'est ça qui me faisait un peu peur au début, c'est que les enjeux soient minimisés dans la série pour pas trop éclipser les grands enjeux de The Boys, qui est la série... tu vois, j'ai envie de dire la National League. Et là, on joue dans la départementale, donc il faut pas que ce soit des enjeux trop importants. Donc au début, je me suis dit c'est pas mal, ils ont leurs propres enjeux, il y a vraiment un truc un peu avec cette histoire de réseau clandestin, on en parlera plus tard, mais voilà. Et au final, du coup, c'est ça qui m'a un petit peu déçu dans la deuxième partie de la série, c'est que effectivement ça introduit les enjeux de la saison 4 de The Boys, et du coup, t'as du mal à voir un peu vraiment la frontière entre les deux séries. Mais franchement, je chipote parce que j'ai vraiment été emballée. Moi, c'était mon rendez-vous hebdo que je regardais avec excitation. J'étais trop contente d'avoir mon épisode chaque semaine, donc ça c'est super cool. J'aime bien ce sentiment-là de me dire trop bien, nouvel épisode de Gen V, et je me connectais, et c'est cool. Donc franchement super surprise, et enfin super surprise non, parce que je, comme tu disais, je suis une grosse Yankee, mais non, j'ai vraiment bien kiffé. Très bien. Vu que j'ai pas de vanne pour faire la transition, je vais simplement me tourner vers Corentin. Grave, Corentin, mais c'est un petit peu quand même mon sacerdoce normalement, donc voilà, d'être un peu la... Il y a toi qui réclame ça. Non, c'est pas vrai. Personne n'attend la vanne d'Arnaud à la fin de la vie, tu vois. Ah si, je te jure. Je te jure, parmi les gens qui nous écoutent, et on les en remercie. Corentin, de ton côté, toi qui as regardé donc la série là, à l'instant, tu viens de la finir. Ouais. Mais au moins, c'est bien parce que tu en auras le souvenir le plus frais. Donc si tu... alors, est-ce que c'est parce que tu ne t'y intéressais pas forcément? Est-ce que non, c'est juste que j'ai vraiment beaucoup de travail, et les rares fois où je suis à la maison avec ma copine. Ouais, il se trouve qu'Océane n'a pas voulu regarder la série, c'est personnel. Ouais, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans ce podcast. Voilà, c'est un autre sujet. Et Splinter, c'est parce qu'il est pas sur place en ce moment. C'est ça. Du coup, en fait, j'ai privilégié d'autres trucs qui sortent en ce moment, For All Mankind, tout ça, Rick and Morty, Invincible, etc. Et puis parce que The Boys, effectivement, moi je pense que la saison 3 m'a causé une petite indigestion. Pas dans le sens où elle était mauvaise, c'était une bonne saison. Faut consulter, si t'as des... Et je trouve qu'elle est extraordinaire. Je trouve qu'elle est vraiment d'ailleurs plus intelligente que la 2 dans ce qu'elle dit de la mutation politique des États-Unis, etc. Mais je sais pas, en fait, j'avais eu 3 saisons de The Boys, je me suis dit bon, il faut encore un spin-off. Cet esprit un peu de franchise marketing, moi, c'est vrai que ça a tendance un peu à me gaver. Mais beaucoup de mes potes, dont certains sont autour de cette table, ont commenté justement en disant que Geneviève était une très bonne surprise, etc. Donc je m'étais noté dans un coin de ma tête qu'il fallait que je la regarde pour le podcast ou pas, tu vois. Il se trouve que je l'ai binge-watché parce que j'ai vraiment pas eu le temps de la mater avant, mais je l'attendais, oui, quelque part, parce que déjà, moi, je suis toujours assez impressionné par la façon dont justement Garcenis est devenu un nom qui compte à l'aune de The Boys, alors qu'au départ, c'est un mec qui est profondément anti-système et anti-capitaliste,
Et la façon qu'il a eu d'avoir cette espèce d'ascension fulgurante en tant que tout le monde dit, ouais, regardez, on va inviter Garth Ennis sur Entertainment Tonight, faire des interviews avec Empire et compagnie. Alors qu'au départ, le gars, enfin, c'est un Irlandais bougon qui fait des comics où ses super-héros prennent de la coke et violent des gens, et tu vois, c'est pas normal que ce soit un succès populaire. Donc moi, de base, ce succès-là, justement, il me parle parce que je me dis, c'est vraiment la réponse méta à Marvel Studios, à l'esprit policé et sans risque. Oui, il y a une forme de miroir dans le fait que si The Boys était la réponse en comics aux univers de Marvel et DC, c'est que clairement la série The Boys en tant que telle n'aurait pas pu exister. Par exemple, en 2008, ça aurait pas eu de sens, en fait, à ce que la série The Boys se monte au début mais ça arrive donc, dans l'ère post-Endgame, à la fin du pic Marvel Studios, aussi des déboires de Warner DC de son côté pour faire aussi son univers partagé. Il y a plusieurs autres univers partagés de licences qui se sont pété la gueule. Et c'est là qu'elle prend énormément de sens, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cet accueil populaire. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi le fait que, au-delà même de répondre à Marvel et à DC, ça répond à l'actualité politique du présent. Tu vois, parce que effectivement, The Boys était pertinent dans les années 2000, où on sortait des années 90, on arrivait dans les années MTV. Et il y avait cette culture consommation du super-héros, c'était vraiment que des films de série B. Et la politique de Bush, où les États-Unis, à l'époque, étaient vus comme les méchants. Et je trouve que Kripke a fait un super travail d'actualisation pour, en fait, déplacer le coup de gueule de Ennis contre cette période-là, en fait, dans un monde qui, justement, a encore plus de trucs à exprimer. Enfin, je veux dire, actuellement, voilà, on sait plus vraiment si on est dans la réalité ou pas, on est dans l'ère de la post-vérité. La super réplique de Stormfront dans la saison 2, les gens aujourd'hui sont d'accord avec ce que je dis, mais ils veulent pas être traités de nazis. Ça, c'est une phrase que je trouve vraiment très puissante par rapport à ce qu'était Stormfront en comics, tu vois, où c'était vraiment juste un nazi. Et lui, il a compris que dans le présent, il y a un vrai danger, il y a un vrai glissement, il y a une vraie bascule. Et ce rapport au réel, c'est ça que moi j'aime bien dans The Boys. Et donc, comme j'ai répété ce que vous avez dit, la première partie de saison, pour moi, c'est la meilleure, parce que t'as toujours ce jeu ultra ludique de voir ce qu'ils vont prendre de la vraie vie et l'adapter au code un peu absurde des super-héros. Donc tu vas voir effectivement ce côté, les contrats que passent les universités avec les major leagues de sport, par exemple. Tout le côté, lui, c'est un élève qui est très doué et très populaire, donc on s'en fout qu'il aille en classe, il peut juste faire la fête et compagnie. L'espèce de mentorat qui va avec, le rapport aux réseaux sociaux qui est extrêmement dur, et qui, pareil, je pense que Ennis assumerait très bien, parce que c'est exactement ce que lui voit dans le monde qui nous entoure. Il y a vraiment un côté, la mise en scène de l'image perpétuelle, la mise en scène de soi, et même ton statut social, qui est une convention des comédies pour ados, enfin même des films pour ados. Il y a toujours ce côté, lui, il est populaire, et toi, t'es pas populaire, donc tu vas pas lui parler, tu vas pas la draguer, etc. C'était déjà des sujets qui étaient en filigrane dans The Boys, notamment aussi sur tout ce qui est relation avec son propre corps, etc. aussi. Ouais. Et je trouve que du coup, en ayant ces sujets-là dans une série avec des jeunes adultes étudiants, tu peux vraiment t'appuyer et développer un peu plus, prendre du temps sur ces sujets, la sexualité, la relation avec ton corps, ton image et les réseaux sociaux. Tu peux délayer à fond sur ces trucs-là, et c'est pas gênant parce que c'est une série qui se passe dans l'ère où c'est, l'ère du temps et l'ère en tant qu'humain, quoi. C'est une période de ta vie où tous ces sujets-là, c'est important, c'est toute ta vie. Du coup, tu peux délayer un peu plus que dans The Boys où il y a des enjeux, on n'a pas le temps, quoi, trop de traiter ça. Oui, c'est ça. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure du côté self-harm, qui est associé à l'héroïne. Il y a aussi un autre personnage qui évoque les troubles alimentaires. Ou il y a un autre personnage qui va évoquer, même avec une allégorie que je trouve, en fait, brillante. Parce que c'est la seule façon d'expliquer à un mec ou à une meuf d'un certain âge qui n'a pas connu les thèmes de la non-binarité, la transidentité. Là, t'as un exemple concret de comment ça fonctionne, en fait. Et par le prisme du fantastique, du super-pouvoir, etc. Et je pense que vraiment, justement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fachos qui regardent The Boys en prenant le Homelander pour un héros. C'est une réalité. Les États-Unis sont une fiction, mais ils sont parmi nous. Voilà. Donc, quand tu vois ce truc-là, justement, tu te dis, imaginez justement qu'un facho qui aime The Boys tombe là-dessus, il peut pas, en fait, ne pas comprendre un truc qui lui a échappé jusqu'ici, et tomber nez à nez avec une réalité qui lui échappe, le genre, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça définit qui tu es, etc., ton apparence, est-ce que c'est vraiment si important et tout. Et tout ça, c'est brillant. Après, la deuxième partie de saison, pour moi, c'est là, justement, que je pense qu'on a dû avoir une sorte de réécriture ou de reprise en main par Kripke. Moi, j'aurais limite préféré qu'on se passe, en fait, des éléments de connexion à la série principale. Limite, je voyais plus Gen V au départ, enfin, pendant les 4 premiers épisodes, comme un Buffy. Je me suis dit, on va faire une saison, une année, etc., jusqu'à ce qu'il graduate et tout. Je comprends bien qu'il faut un grand vilain, etc., mais Buffy, on avait déjà ça. Je sais pas que chaque année, on retournait à ce putain de lycée.
alors qu'il y avait des putains de vampires, des putains de monstres géants, etc. Et bon voilà, ça les a pas empêchés de mener une vie scolaire avec des galipettes, des soirées, on s'engueule et tout, tu vois. Mais c'est parce que le lycée était construit sur la bouche des enfers, c'est pour ça. C'est vrai. Putain, tu viens de spoiler Buffy, ouais. Oh merde. Mais voilà, tu vois, typiquement, moi, ça m'embête un peu parce qu'à la fin de la série, j'ai du mal à anticiper une saison 2 où, en fait, tu retournes à la fac comme si de rien n'était, sans spoiler quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est vrai que c'est agréable. T'as cette scène incroyable avec, est-ce que c'est du spoil? Pas vraiment, parce qu'elle est dans la bande-annonce. Avec Newman, donc l'espèce de Alexandria Ocasio-Cortez de l'univers de The Boys, où là, tu sens un sentiment d'urgence. Tu sens un sentiment de fin du monde très tangible, très réel. Quand tu vois, par exemple, les nazis qui défilent avec les antisémites soi-disant à Paris, tu te dis, voilà, ça, c'est le monde dans lequel je vis. Et The Boys en parle. Et The Boys te dit, on est au bord d'une falaise. Il y a un glissement politique qui arrive dans tous les pays d'Occident. Et la série le montre avec une gravité, pour un truc de super-héros, quand même, on te fout vanne sur vanne, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de vannes qui sont super gratos, avec un sentiment de sérieux qui est vraiment, je trouve, assez étouffant, et qui est bien fait, en fait, en général. Et il y a des caméos, de personnages qui viennent de la série principale, où quand ils arrivent, tu sens cette densité, tu sens ce côté, c'est sérieux. Ce qui se passe là, c'est sérieux. C'est pas genre, comme dans un Marvel où t'as un caméo qui arrive et tu dis, ah, super, c'est lui. Où il y a un temps d'attente aussi pour les applaudissements, ouais. Mais surtout que t'as une espèce de relation différente au désespoir entre guillemets en fait, c'est-à-dire que par exemple dans The Boys tu suis donc les héros qui sont un groupe de outcasts mais désabusés, tu vois, c'est tous les personnages autour du personnage de Karl Urban, j'ai plus son nom, pardon. Billy Butcher. Ouais, Butcher, pardon. Ouais. Ils sont tous des mecs qui sont un peu des désabusés, hors système, etc. C'est plus vraiment l'avenir, en fait, tu vois. Donc, ils essayent de se battre à leur niveau avec des petites armes. Alors que là, du coup, on est avec un groupe qui représente la nouvelle génération, le futur. Donc, l'espoir, le renouveau. Et donc, du coup, de voir comment eux vont se battre face à cet ennemi, c'est hyper intéressant aussi d'un point de vue politique et sociétal, parce que ça représente des points de vue totalement différents. Ouais. Mais t'as tout ce thème avec j'ai oublié son nom, je suis désolé, Polarity Junior, enfin André, merci. André, qui justement lui en fait son leitmotiv au début c'est on est des super-héros parce qu'on a des pouvoirs mais on fait rien d'héroïque. Et en fait tout ce qu'on nous montre à la télé, c'est des vedettes, c'est des rockstars, ils font rien d'héroïque, ils sauvent pas les gens des buildings en feu, etc. De la même façon, tu sais, quand on te dit qu'il y a une sorte de parcours universitaire qui fait qu'à la fin, tu finis par défendre une ville, qui est une sorte de statut, comme être un super avocat ou un super joueur de foot et tout. Et toute cette allégorie, elle est vachement bien foutue, mais au niveau marketing, je trouve que c'est vraiment très bien branlé parce que The Boys, ça reste une série Amazon, et Amazon, c'est probablement ce qu'il y a de plus proche dans la vraie vie de Vought International. C'est une corporation qui a les doigts partout, qui manipule des gouvernements, qui... Je vais encore passer pour un putain de gauchiste, fait chier. Ou de conspirationniste, là. Voilà. Non, mais c'est une réalité aussi, c'est comme BlackRock et compagnie, j'ai pas inventé tous ces sujets-là, mais renseignez-vous, voilà, apprenez des choses. Faites vos propres recherches. Exactement. C'est pas moi qui le dis, ça, hein. C'est connu. Mais sans faire entrer la musique de Requiem for a Dream, Vought International, il y a quand même vraiment ce côté, la corporation Evil qui a une main dans les médias, qui a une main dans la culture, qui a une main dans la politique. Et c'est quand même assez amusant. Tu parles de Bolloré, en fait. Ça marche aussi. C'est quand même assez amusant, justement, de voir qu'une série qui était produite par ce groupe-là est à ce point consciente des problématiques qui vont avec ça. Parce que, en fait, de 0 à 100, tout le système est tenu par une seule corpo. Et t'as l'impression que la seule source d'espoir, en fait, pour ces gamins, c'est justement de croire un peu à ce rêve idiot qui vont être des vrais héros au bout d'un moment, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup de cynisme sur un truc qui est vachement superficiel au départ, parce que tu te dis, je vais juste voir des super-héros, enfin, des jeunes super-héros qui vont picoler, baiser et fumer des bédos et tout. Et en définitive, il y a un vrai propos qui est vachement cool par rapport à la génération Z et l'enjeu du futur dans un monde qui est justement aussi contrôlé et compagnie. Même tu vois juste le nom de la série, c'est super marketing. C'est vraiment un super concept, Gen V, parce que Gen Vote, mais Gen Z, etc. Enfin, c'est très bonne. Enfin, il y a une explication aussi de pourquoi ça s'appelle Gen V, en fait. Oui. Narrativement, dans la série, qui est délivrée assez rapidement, quoi. Ouais. Donc, on pourra en parler dans la zone spoiler, mais vas-y, finis ta... Non, voilà, après, au niveau technique, la mise en scène, je trouve qu'elle tient debout. Il y a quelques passages qui sont un peu plus faibles. Tu sens, en fait, que la série accélère au mauvais moment et décélère au mauvais moment aussi, parce que t'as vraiment une bascule à l'épisode 5, où d'un coup, tu vas avoir des personnages qui changent d'avis, de caractère ou de comportement, qui est trop rapide. Tu sens qu'André, par exemple, il le perd de vue, et puis il le récupère à la fin, mais tu sais pas trop pourquoi faire, parce que il leur faut le groupe de héros, mais en même temps, tu sais plus trop, parce que t'en as une qui va être gentille, puis méchante, puis machin. Je trouve que la série a du mal à identifier son antagoniste. Au début, tu te dis, ça va être lui. En fait, mais attends, du coup... Et tu fais un peu une sorte de gloubi-boulga qui fait que, pour moi, je pense que ça a pas été écrit pour 8 épisodes. Il manque des bouts, tu vois, où il y a trop de vitesse à un moment donné.
Ça aurait pu tenir en 10 à mon avis, du coup petit problème de format. Ça n'empêche pas que c'est agréable à regarder, c'est bien écrit, c'est bien joué. Quelques fautes de rythme, ça reste une série de studio, hein, évidemment. C'est très contrôlé, c'est très voilà. Et finalement, moi je ressors assez content. J'ai du coup finalement conseillé à ma copine de s'y mettre. Parce que justement, toutes ces petites notes de réalité me parlent vraiment, quoi. Et au final, effectivement, ça m'a remotivé pour The Boys saison 4, alors qu'au départ, c'était juste une saison 4, tu vois. Merci beaucoup, Et toi, Corentin. Ah, bah, ça me fait plaisir que tu me poses la question. Je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Moi, du coup, vu que vous avez tous été contents, il faudrait que je me fasse l'avocat du diable et que je dise que je n'ai pas aimé. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas, parce que moi, j'ai grave kiffé. Pourtant, est-ce que j'ai eu j'ai pas forcément moi, je me rappelle très bien qu'on en parlait dans les front pages, que j'étais même plus enthousiaste que toi de mémoire, parce que moi, j'étais à fond dans le délire. Un peu presque American Pie ou avec dans l'univers de The Boys. C'est bien de l'admettre. Où moi j'étais venu pour le contexte de fac, mais du coup avec de la violence et du cul. Du coup, sur la violence, j'ai été plutôt satisfait. Sur le cul, je reste sur une certaine réserve parce que je trouve que ça. Alors il y a quand même toujours. Ah bah quand même. Non mais t'as une scène dans l'épisode. Oui, t'as une scène qui est incroyable avec où ils ont construit du coup vraiment en fait un zizi à taille géante et qui est assez incroyable. Mais je trouve que c'est toujours trop sage par rapport parce qu'on reste sur Prime Video et ce que je trouve presque dommage puisqu'on est toujours sur des plateformes privées qui normalement devraient se permettre comme HBO en fait de montrer à peu près tout ce qu'ils ont envie de faire. Et je trouve qu'il y a quand même une forme de retenue en fait là-dessus. Non pas qu'il faille en avoir parce que de façon gratuite pour pas justifier, mais que je te l'avais déjà dit aussi dans des podcasts, c'est que ouais, le cul dans la fac c'est quand même une partie et notamment dans les dorms, dans les colleges comme ça fait vraiment partie intégrante de la vie étudiante aussi quoi. Et je me dis que ça pouvait être prétexte vu qu'ils en font une très bonne utilisation avec ce personnage là, avec celui de la nana qui peut changer de taille. Ouais, mais si tu dis là, si tu parles la bouche pleine en fait et hors micro, Emma, merci. Je vais pas l'entendre. Donc avec Emma, je trouve qu'ils en font une utilisation qui est super intéressante. Donc clairement, et d'ailleurs avec l'autre fou furieux qui est capable de contrôler la pensée des gens, enfin leurs actes et tout ça. Voilà, il y a plein de thématiques pour aborder en fait la sexualité sur différents aspects. Je pense que ça aurait pu être poussé un petit peu plus de ce côté-là. Oui. Mais sur une discussion qu'on a eue aussi sur ça, c'est que autant ils aiment bien dans The Boys, dans du coup Geneviève, représenter le sexe masculin. Oui. C'est vraiment une lubie zizi, qu'ils ont. Ouais, il y a des zizi partout tout le temps. Autant sur le sexe féminin, par exemple, on n'a pas de sein quoi. Ouais, c'est vrai. C'est le corps des femmes, ils ont encore du mal à le montrer. Des zizi, moi j'en peux plus. Il y en a beaucoup, il y en a trop, non je déconne. Mais par contre, les seins, il y en a pas. Les corps féminins, même du coup Emma qui est relativement souvent nue du fait qu'elle peut changer de taille, du coup ses fringues sont plus adaptées. C'est toujours caché. Alors je ne demande pas à l'actrice de se montrer toute nue si elle ne le veut pas, mais voilà, c'est juste que il y a une réticence plus à montrer des corps féminins. C'est toujours l'hypocrisie un petit peu de l'entertainment américain, même sur les chaînes câblées, puisque moi je me rappelle aussi très bien que sur des networks comme sur FX pour American Horror Story, où c'est gore, tu vois, il se passe des trucs vraiment super sales et où effectivement le corps féminin est caché systématiquement au point il y avait une scène absurde où une nana était filmée de haut en prenant son bain, il y avait pas de mousse pour cacher quoi que ce soit, et en fait vu que l'eau est transparente parce qu'elle prend son bain, mais elle n'avait pas de tétons, ils avaient gommé numériquement du coup, et ce qui ça a pas de tétons les femmes. Ah bon, ah merde, mais c'est pour ça. Oui, j'en avais jamais vu en fait. J'ai jamais vu une femme nue. Ben non, comme tous les fans de comics, je suis puceau. Les tétons sont uniquement dédiés à nourrir les enfants, du coup on ne doit pas les montrer. Ils n'apparaissent que quand un bébé est dans la pièce. Alors ouais, pas de, on les enlève en fait avant le sexe. C'est connu. Mais Laïus, je trouvais que c'est toujours un petit peu dommage, même si c'est pas essentiel, mais je pense que ça participerait juste à rendre la série plus entière aussi dans son ensemble. Je pense que de ce point de vue-là, en fait, on paye les pots cassés de HBO, où on a fait beaucoup le reproche à Game of Thrones de dégainer trop facilement des nanas à poil. De Euphoria, pareil, on a fait beaucoup ce reproche-là à Sam Levinson. C'est une série qui parle littéralement de cul aussi. Bah oui, je sais, mais moi ça ne me dérange pas. Mais il y a eu beaucoup de procès d'intention. C'est comme les débats sur Internet. Mais si une scène de cul, elle est pas utile à l'intrigue, est-ce que ça vaut bien le coup C'est là que tu dis quand tu vas baiser, t'as forcément une intrigue en tête, tu vois. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez baisé, est-ce que c'était vraiment utile? Faire avancer le plot. Est-ce que je fais avancer mon arc de personnage? Sérieux quoi. Bah techniquement, si voilà, il y a probablement des façons de le faire, mais en l'occurrence, c'est un peu, enfin, justement comme tu dis, en plus l'esprit libéré de la fac et tout, c'est une période aussi où les gens sortent de l'adolescence, ils découvrent leur corps. D'autant plus avec ça, ouais. Mais je te trouve un peu rude quand même. Enfin, pour une série Prime, ça reste que t'as quand même pas mal de
même si c'est pas graphique, il y a quand même de la scène de baise. Oui, c'est ça. Mais ce que je disais, c'était que sur le côté graphique, ça, je trouve que c'était dommage d'avoir cette retenue, alors que sur tous les autres aspects, ils y vont, quoi. Comme dit, sur les zizi, il y a aucun problème, et sur le sang, la violence aussi, clairement, moi, j'étais régalé. Mais je trouve, et du coup, bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, que sur la façon d'utiliser les pouvoirs de façon métaphorique pour parler de différentes choses, je trouve ça excellent. À tout plein de vues, je trouve que ce que tu disais sur l'allégorie de la non-binarité, vraiment, Karl fait un pouce en l'air, là. C'était vraiment, non, mais c'était vraiment, ouais, comme tu disais, brillant, il y a pas de mots. C'est, oui, effectivement, comment le matérialiser, c'est trop bien. Je trouve qu'il y a un esprit même X-Men, en fait, dans l'esprit aussi, de dire vraiment, à tel point que la différence a été utilisée avec les pouvoirs des mutants pour exprimer ce genre de choses que tu rencontres, quand tu te développes, quand tu deviens un jeune adulte. Donc là, je trouve que c'était vraiment très, très bien fait. Il y avait des bonnes idées de mise en scène aussi, avec des changements de façon de montrer aussi, parfois, qui est un petit peu reprise, parfois, même de la série Mare the Boys, mais qui me font toujours plaisir. Et je trouvais que sur les 2 avant-derniers épisodes, par contre, moi, pour le coup, le rythme ralentit trop, et qu'on a des épisodes concept, en fait, où tu sais très bien à quoi ils servent, qui pour moi, justement, tu parlais de 10 épisodes, moi je trouvais que ça pouvait se ramasser en plus, parce que je trouve vraiment qu'il y a 2 épisodes qui ne servent vraiment qu'à faire un surplace et peine à faire évoluer l'intrigue, pour juste se concentrer sur le moment, justement, quand on est dans la psyché d'un autre personnage. C'est super long. Il y a un caméo qui ne sert pas à grand chose à part à faire du fan service, mais dans l'ensemble, il est vraiment, vraiment pas très, très utile, tu vois. Et je pense qu'on aurait pu s'en passer. Après, il y a aussi ce côté, et par rapport à, je suis d'accord, je vous rejoins grosso modo sur le fait que ça aurait peut-être été bien que ça reste séparé jusqu'à la fin de l'intrigue de la saison de la série mère. Et en même temps, je trouve que ça s'y intègre super bien par rapport à la dimension politique. Il y a quand même justement l'épisode final où il y a une scène quand même, je trouve, où quand un autre personnage apparaît, tu le vois et en 30 secondes suffit, il te rappelle pourquoi tu regardes The Boys et pourquoi tu kiffes tellement cet univers aussi. J'ai peur qu'on spoil si on reste trop. Oui, mais c'est pour ça qu'on va passer dans la partie spoiler de toute façon à partir de maintenant, puisque je conclue mon tour, donc je peux parler juste de ce personnage, partie spoiler. Donc, barrez-vous. De toute façon, en général, je suis à peu près certain que les gens qui nous écoutent, généralement, ont regardé les trucs, sauf quand c'est des films de merde, là, ils les regardent exprès pour ils écoutent exprès pour pas regarder. Mais donc, quand t'as Homelander qui apparaît quand même à la fin, c'est ouf. Et d'ailleurs, toute la scène de fin, le côté aussi, même allégorie des tueries sur les campus et tout ça, il y a quelque chose où vraiment la série te met dans un truc hyper angoissant, qui se rapproche complètement j'imagine, de ce que certains étudiants vivent et ont vécu là-bas, quoi. Et la prestance de Anthony Starr, c'est le rôle de sa carrière, de toute façon. Le côté vraiment, en fait, où tu dis peut-être qu'il va quand même aider nos héroïnes, en fait, non, trop pas. Vraiment. Il arrête tout, quoi. Ouais. C'est vraiment très, très, très fort. C'est ça qui est marrant, je parlais tout à l'heure de ce rapport au réel, où voilà, en fait, Anthony Starr, c'est devenu un peu l'espèce de Trump Superman, tu vois. Et dès qu'il apparaît, en fait, tu comprends que l'univers de The Boys bascule vraiment dans une sorte de guerre ethnique. Et sauf que le plus puissant individu de la Terre, c'est justement ce personnage qui est le Superman Evil. Et que là, en fait, tu peux rien faire. Et c'est d'autant plus anxiogène dès qu'il apparaît, parce que c'est un personnage, même si on le connaît, parce que ça va faire 3 saisons qu'on l'a vu, il est toujours imprévisible. On sait vraiment jamais anticiper ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire, et du coup, dès qu'il apparaît, même s'il ferme sa gueule, tu te dis, où est-ce qu'il va partir, qu'est-ce qu'il va faire, et du coup, vraiment, t'es sur le bord de ton siège et t'es en attente. C'est pour ça que c'est un personnage qui a une aura extraordinaire, quoi. Si j'avais le droit, mais je le ferai pas, je vous spoilerais bien la fin du comics The Boys. Parce que le Homelander, en fait, est très différent dans la BD. Ce qui lui arrive et ce qui justifie son évolution est très différent dans la BD. Pour moi, c'est vraiment la plus grande réussite de Kripke, c'est d'avoir... Parce que c'est vrai, c'est vraiment lui. Le héros de The Boys, c'est lui, tu vois. C'est limite pas Butcher qui, lui, en fait, fait une croisade revancharde. Il évolue pas à Butcher, en vrai. Celui qui évolue, c'est Homelander qui part d'un petit-fils à maman, bien docile, le soldat du système et tout, et qui devient petit à petit une sorte de psychopathe arien, complètement fou, et qui là, quand il arrive, effectivement, moi, je me suis dit, c'est bien, il y a que lui qui peut arrêter les vilains à cet endroit-là. Et en fait, non. Non, c'est un mode genre, non, mais t'as pas compris. On est dans le monde de The Boys. Les méchants, c'est nous. C'est moi, je suis le chef des méchants, tu vois. Et je dirais que cette présence-là, juste son regard, son petit rictus, c'est terrifiant. Si on a une partie spoiler, j'aurais juste envie d'évoquer aussi. Pour le côté on peut évoquer tout de toute façon maintenant. Le personnage de Tech Paladin. Oui, ça, par contre, ça m'a régalé. Ça, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur épisode de la saison. Ouais. Le 4, du coup. Parce que, donc, pour ceux qui voient pas, Tech Paladin, c'est dans le comics, le croisement entre Iron Man et Batman. Sauf que là, on est dans un monde, et sauf que c'est un vrai super-héros.
Là, on est dans un monde où c'est tous des soldats de vote, ils font tous une partie du spectre culturel, militaire, etc. Et lui, ils l'ont mis en sorte de fait entrer l'accusé. Il fait des documentaires sur des enquêtes, des trucs un peu chelous, etc. C'est brillant, ça. Il a cette prestance à la Batman. C'est-à-dire que direct, dès qu'il est dans la pièce, et ce charisme, c'est un super détective, il voit tout, à la Lie to Me. En même temps, il a le côté showman de Iron Man. Et dans les comics, en fait, Tech Knight, il a un problème, il a effectivement une tumeur au cerveau, ce qui fait qu'il a envie de baiser tout le temps, tout ce qu'il voit. Dès qu'il y a il dit, voilà, if it has a hole, I can fuck it. Et juste le nom de l'émission, The Whole Truth, avec un gros O. En mode genre, le mec a fait habiller son émission avec son complexe pervers, tu vois. Ils le mettent dans la série et la façon avec le montage dont c'est fait. Incroyable. C'est incroyable. Ça a crevé de rire. Alors qu'en plus, la scène est super grave quand il confronte la doyenne. Oui. Et qu'il a ce charisme justement très Bruce Wayneien, très en mode genre mais je vais te niquer la gueule, c'est en souriant et tout. Et après tu conclus ce personnage là par ce truc là, mais c'est tout l'esprit The Boys justement, c'est tu montes très haut avec des personnages qui font très peur et en fait tu te rappelles que c'est tous des pervers et des psychopathes et tout. Franchement, super épisode et super acteur qui a joué du coup aussi dans Preacher et qui a fait une petite voix dans Mutant Mayhem. Je pense que ça va être un pote de Point Grey, quoi. Franchement, le mec, il m'a régalé. Franchement, il m'a régalé. C'est vraiment la parodie de Bruce Wayne détective que je voulais voir dans la série. Ouais, et puis le fait que c'est vrai qu'au début, pendant la première moitié de l'épisode, tu sais pas tant que tu sais pas qu'il a vraiment ce problème de vouloir mettre sa bite dans tout ce qui ressemble à un trou. Moi, j'attendais à ce que Tech Knight, enfin quand t'as lu les comics, tu sais que c'est un détraqué sexuel vraiment. Ne spoilons pas ce qui arrive. Non, bien sûr, non. Mais et tu te demandes en fait dans quelle mesure ils vont l'adapter ou pas, parce que justement, le cul, les Américains ont parfois des problèmes avec ça. Après, The Boys techniquement, ils ont déjà montré qu'ils allaient assez loin sur ce registre. Et effectivement, quand t'as le montage, mais puis à la fin, quand il est en train de tourner sa fin où il explique que bon, finalement, il n'aura pas la réponse et tout ça, et qu'il jette un coup d'œil, qu'il voit le trou dans l'écorce de l'or. Ouais, c'est ça. Il se transforme en loup-garou, c'est genre what? Et ouais, c'est ultime en fait en forme comme forme d'humour complètement et là pour le coup c'est gratos en plus le truc de l'arbre à la fin, quoi. C'est incroyable, tu sais, en plus quand elle lui fait comprendre qu'elle a les moyens genre, de le faire chanter, et ça se transforme en vidéomontage de toutes les fois où elle l'a vu baiser avec un trou, ou tu sais quand il arrive pas à viser, du coup il va chercher un petit tabouret pour se rehausser, mais tu sais c'est long, mais c'est tellement à pleurer de rire. De Benny Hill derrière, tu vois. Mais oui, c'est incroyable. Cette séquence est incroyable. Voilà. Alors sur l'intrigue au global. Quelqu'un veut je peux monopoliser la parole. Carole, vas-y. Moi sur l'intrigue au global, je l'ai bizarre. Alors moi justement, j'adore toutes les histoires qui se passent dans des univers un peu éducationnels où t'as une sorte de conspiration. C'est pour ça que j'aime beaucoup Harry Potter, même si bon voilà, on sait ce qui s'est passé avec Harry Potter. Mais ça m'a beaucoup rappelé Harry Potter en fait, dans le côté t'as une conspiration dans l'école, t'as un mystère. Et donc moi en fait je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, même si je l'ai trouvé très prévisible en fait. Enfin tu vois The Woods en fait, dès que tu vois The Woods, tu sais que c'est, je trouve, une sorte de campement avec des expériences sur les super-héros. Après ce qu'ils en font avec le virus et tout ça, là j'ai trouvé ça plutôt surprenant, et le changement justement de Shetty qui finalement n'est pas vote mais veut utiliser le virus pour tuer tous les super-héros par rapport au meurtre de son fils, son mari et de son mari et de sa fille. Ça, j'ai trouvé ça très très intelligent et très surprenant pour le coup. Mais moi en fait, j'ai trouvé que le mystère justement était très très bien géré dans Gen V, et j'ai vraiment réussi à être très intrigué par ce qui s'y passait. Et voilà. Après sur votre remarque sur le format, en fait, c'est bizarre parce que j'ai été plus intrigué par le mystère que par le teen drama, en fait. Et en fait, je trouve... De quoi? Non, je dis oh. En fait, parce que je trouve que si jamais tu voulais plus développer les relations entre les personnages, ce qui moi m'a un peu manqué personnellement, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais leurs relations, notamment un truc qui est hyper important dans un teen drama, c'est les romances. Et perso, les romances, moi, j'ai pas été très très emballé par elles. Ah ouais? Ouais. Même celle de Marie et Jordan, non, alors moi, Jordan, j'ai un problème avec ce perso. Enfin, ah ouais? En fait, déjà, je trouve je quitte cette pièce, c'est tout. Non, mais en fait, je trouve que déjà que les deux acteurs donc les deux actrices ne se valent pas dans le personnage de Jordan. Moi, je préfère London Thor plutôt que... Alors moi, je préfère vraiment pareil. London Thor. Pareil. Et donc, en fait, la nana. Quand Yel est en mec, en fait, Non, vas-y, continue. En fait, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc en fait, j'ai un problème avec ce personnage parce que je n'arrive pas à me dire que c'est le même personnage selon ses deux formes. Et donc pour revenir à la question du format, en fait, moi, il m'a beaucoup manqué de moments
où on laisse les relations entre les personnages vivre, se développer. Et donc j'aurais aimé avoir 10 épisodes en fait pour justement voilà, c'est ça que je voulais développer plus le côté teen drama et donc avec tous ces codes là. Et donc d'un côté d'un point de vue romance et même sexe, parce que je trouve que en fait The Boys montre du sexe, enfin montre en tout cas une sorte de du coït. Ouais voilà, du coït quoi, mais ne parle jamais de sexe en fait. Enfin je trouve que c'est une série qui montre du sexe pour choquer, mais justement dans une série comme Gen V où comme vous dites vous avez des étudiants dont le sexe c'est en fait pas le principal carburant, on va se calmer, mais en tout cas c'est quand même quelque chose de très important au niveau des découvertes. Rappelle-toi je me serais attendu quoi. Rappelle-toi de tes années à la fac. Oui, bah voilà, c'est ça que ça m'a beaucoup rappelé mes années à la fac, mais parlez de ça, mais rien du tout, tu vois. Et du coup moi en fait le côté teen drama m'a un peu manqué, notamment au niveau des romances, mais sur justement l'intrigue du mystère. Je trouve que sur les 8 épisodes ça se tient vraiment, t'as des twists qui sont vraiment bien foutus. Moi Kate, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Après est-ce que c'est du coup parce que ça a pas été bien amené, j'ai pas revu la série, donc je sais pas s'il y avait justement des indices par rapport à ça, mais il y a vraiment pas mal de twists sur l'implication entre Shetty, Kate, Vought, qui je trouve était très très bien géré. Donc de ce côté-là, j'étais très très content. Mais le côté un peu plus émotion, personnage, romance, enfin que ce soit même Emma et Sam, moi personnellement ça m'a gêné. Enfin j'ai été très gêné pour cette. Je suis désolé. Ils sont mignons. Ah non, enfin en fait elle a un côté en même temps je vais t'apprendre toute la vie et très matrimonial en fait, tu vois. Oui, mais non, parce que moi au contraire, je trouve que tu t'attends à ce que ce soit cette version un peu descendante de la relation, et au final, c'est elle qui est peut-être la plus abîmée des deux. Oui, à la fin. Et du coup, c'est lui qui la sauve un peu quelque part humainement. Oui. Pardon. Elle t'a ému cette romance, c'est ça que t'essaies de dire. Toutes les romances m'ont beaucoup ému, ok. Moi, je tiens à dire que le personnage de Sam, il me met très mal à l'aise. Hein. Ouais, il est un peu chelou. Peut-être mon côté validiste, je sais pas, mais franchement. Il est très bien casté. Oui, il est très bien casté, pour le coup. Mais vraiment, moi, quand je suis Emma, ça m'a fait penser un peu à un copycat de, mince, et maintenant je vais pas avoir voilà, son non, Evan Peters, pardon. Voilà. Oui, carrément, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Et c'est ça que je signifiais quand je disais que ça aurait pu être décrit sur plus long terme. C'est que t'as vraiment pour moi 2 moitiés de saison, et l'épisode 5, donc ce moment où il se réveille avec... Alors moi, du coup, comme je l'ai binge-watché, je pense que c'est quand même plus taillé pour de la diffusion hebdo. Ça a fait péter un câble à tout le monde. Hein. Enfin, moi j'étais en mode, mais attends, il y a un bug sur Prime Video. C'est horrible. C'était horrible. Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois clairement que en fait les twists sont faits pour de l'épisodique, parce que quand tu binge-watch, en fait, c'est pas que c'est cousu de fil blanc, mais c'est là que je te dis, il y a une accélération. Parce qu'en fait, normalement, il faut que tu prennes le temps de digérer l'épisode, alors que si tu le binge, tu passes trop vite d'un truc à l'autre. Et typiquement, justement, quand on passe dans cette séquence-là, la partie fac, elle a presque plus d'intérêt, en fait. C'est-à-dire que tu vois juste quelques scènes où ils retournent parce que, il faut faire des allers-retours sur le lieu. Moi, j'aurais pu prendre, tu vois, plus de générosité avec les cours, plus effectivement de personnages secondaires. Enfin, il y a des trucs qui sont bien foutus. T'as ce côté, tu vois, par exemple, le personnage qui, le médium qui peut, comment dirais-je, hypnotiser les gens et les faire oublier. Il s'appelle Rufus. Rufus, c'est, en argot américain, c'est en fait un truc qui désigne le roufie, la drogue. Les roofies, ouais, comment c'est quoi déjà la drogue, comment ça s'appelle? Le truc qu'ils prennent dans Very Bad Trip, là, qui te fait oublier. J'ai pas vu. Le GHB. Voilà. Rufus, c'est un nom pour le GHB. Tu vois, et par exemple, ça, c'est un vrai truc sur les facs américaines, les salopards qui droguent les nanas, etc. C'est ce genre d'idée-là que t'as envie de voir plus souvent et que t'as envie de voir développer. Je suis assez d'accord avec ça. Pareil, le cours d'art dramatique qui est brillant. Où tu comprends que c'est Brett Ratner, en fait. Tu vois, qui a montré sa bite et qui a dirigé des films de super-héros, etc. Et lui, par exemple, la moindre de ses scènes, c'est un punch dans la gueule de Hollywood, comme quand t'as l'une des actrices qui dit qu'elle va faire une série pour Vought qui est une allégorie du deuil à travers les sitcoms des États-Unis. Tu dis oui, on a vision. Là tu dis mais c'est génial, tu vois, moi j'aurais plus vu ce truc-là et effectivement plus de drama. Moi les romances franchement, le début avec Jordan, ça me va bien. Je trouve ça surprenant en fait, je l'ai pas vu venir, j'étais en mode genre oui, effectivement, tiens, pourquoi pas. Emma et Sam, par contre, j'y crois pas une seconde. Pour moi, vraiment, c'est la nana qui a besoin d'une personne qui la valide et qui la comprenne comme un être humain, et l'autre qui a juste besoin d'une maman sur le moment. Et dès qu'ils s'émancipent, ça devient super cruel pour les deux. Ça m'a un peu énervé. Par contre, tu vois, typiquement, l'histoire de Kate et de André, j'étais bien au début. Moi, j'étais en mode, c'est sympa, parce que tu te dis peut-être qu'ils s'aimaient en secret, mais que comme elle a toujours été là pour Luc, enfin, tu serais vraiment le truc d'ado que je décris là. Comme elle a toujours été là pour Luc, finalement, elle s'est un peu empêchée de tomber amoureuse de lui, mais en fait, c'est là depuis le début et tout. En fait, ce début-là, moi, il m'allait très bien. J'ai trouvé bien construit. Enfin, j'ai trouvé justement André Kate très bien construit.
parce que justement je me disais mais à un moment je me suis dit mais c'est un trouble du coup parce que vraiment enfin t'as quand même du coup Luke il l'appelle mon amour ou quelque chose enfin genre qui montre une certaine une grosse affection qui est pas beaucoup vue pour deux hommes quoi dans ce il lui dit carrément même je t'aime et tout au moment de mourir et tout c'est après je me suis dit genre mais est-ce que c'est un trouble en fait donc j'ai été très intrigué par cette relation mais c'est juste que j'ai pas été ému en fait par les romans je me suis jamais dit j'ai envie qu'ils finissent ensemble j'ai envie qu'ils cassent tu vois enfin j'ai pas été très investi dans ces histoires là ouais parce que je te dis ça va trop vite en fait oui et puis comme chaque scène te dégaine à la gueule un nouveau concept tu vois par exemple la nana affreuse qui manipule Emma pour ses vlogs là parce qu'elle a que 10 followers ça tu vois le personnage il ne sert qu'à établir cette fonction ce discours sur le présent il a aucune substance derrière et en fait t'as plein de personnages qui vont être là pour faire ça ce qui fait que du coup tu perds un peu de vue le côté vie quotidienne etc en fait ce que tu gagnes au niveau du discours tu vas le perdre un peu dans en fait ce vrai truc de série télé pour ados parce qu'une vraie série télé pour ados c'était je sais pas les Windows Stress, les conneries comme ça, où en fait, c'est que du soap. De la chronique, ouais, mais après, ce qui est hyper bien fait dans Gen V, c'est que tu captes très vite et leurs problématiques et leurs souffrances et pourquoi ils sont là et ce dont ils ont besoin pour aller mieux, etc. Genre, par exemple, le personnage de Marie, je trouve que c'est une pardon pour le terme, on va se foutre de ma gueule, mais une masterclass dans comment on introduit bien un personnage dans une série télé, parce que tu comprends très vite qui elle est, où elle va, pourquoi elle va pas bien, pourquoi ça va être elle l'héroïne, enfin et du coup je trouve ça c'est un personnage auquel je me suis attachée mais tout de suite. Pareil. Et tout après c'est vrai que les autres ont un peu du mal à exister autour dans leur intérêt scénaristique peut-être, mais par contre Marie franchement moi je lui donne ma life quoi. Et puis ça enfin justement sa scène d'intro est dingue enfin la scène d'intro et sa scène d'intro est dingue aussi justement pour établir ça quoi c'est-à-dire qu'en termes de surprise graphiquement aussi moi vas-y. Non vas-y. En fait, c'était juste pour dire que justement, je trouvais que le personnage de Marie, c'est peut-être le seul aussi qui m'a un peu surpris dans la démonstration des pouvoirs, parce que je trouve que un des reproches aussi que je ferais peut-être à Gen V, c'est qu'il y a un petit manque de générosité dans la représentation des pouvoirs. C'est beaucoup de choses qu'on a déjà vu dans The Boys, ou du coup qui est un peu similaire tout le temps. Au sein de l'université, t'en as 50 qui peuvent changer de taille, t'en as 28 qui peuvent faire de la manipulation, 32 qui peuvent faire des champs de force, etc. Du coup, mais il y en a une qui a une queue de souris comme ça. Oui, et elle peut faire des trucs sales avec. Et c'est dégoûtant. Donc du coup, on tourne un petit peu rapidement, tu vois, genre même Sam qui quand il est dans ses moments de psychopathe, il voit tout le temps des gens en peupette. Ça rappelle Black Noir qui revoit les dessins animés. Ouais, ça c'est la même c'est clairement la même chose. Donc du coup, peut-être pour ça, pour les représentations de pouvoir, il y a une petite limite en fait. Et Marie, c'était la seule originalité vraiment. Bon, du coup après tu te rends compte que c'est pas la seule qui peut faire de la manipulation par le son, etc. Mais visuellement, et c'était dégueulasse. Et c'était assez innovant. Et cruel aussi. Enfin, le Lia, ses premières règles, moi, je trouve ça, grave. Enfin, je trouve que c'est une idée géniale, mais tellement cruel, quoi. Enfin, mais après, ça montre que de bien explorer, en fait, qu'est-ce que ça peut représenter vraiment pour une femme. Effectivement, le jour où t'as tes premières règles. Non seulement, déjà, c'est traumatisant parce que tu perds du sang pour la première fois, mais en plus, tu butes ta famille avec. Alors, heureusement, tout le monde ne bute pas sa famille en ayant ses premières règles. Dans la réalité, c'est quand même mieux comme ça. Ceci dit, moi, ça attends, je vais juste dire un truc, rebondir sur Et maintenant, parlons pas en x05. Non, juste sur Newman, le fait est par rapport à juste que quand on a la révélation en fait qu'effectivement que Newman a le même pouvoir que Marie, en fait c'est quand même un point d'explication qui est assez crucial je trouve sur l'intrigue au général de toute la série série mère, parce qu'on savait pas comment elle faisait en fait. Tu pouvais juste dire peut-être que juste elle augmente la non en fait elle contrôle aussi également le sang, et je sais pas si ce sera réabordé dans The Boys saison 4, mais je me dis que qu'en ce sens Gen V devient presque essentiel à regarder à cause de cette explication qui est vraiment importante. C'est là qu'elle récupère le putain de virus en plus aussi et qu'elle va garder je pense comme sa solution de dernier secours si jamais un jour Homelander dans la prend vraiment le pouvoir, etc., tu vois, pour faire chanter Homelander quoi. Mais parce que du coup c'est pas évident de tenir je sais pas comment dire, enfin de pouvoir être face à Homelander et de dire je suis un méchant aussi cruel et imprévisible que toi. Et je trouve que son personnage, plus les saisons passent, plus ils réussissent à vraiment bien la caractériser comme la grande future méchante. Et physiquement, enfin en plus elle joue super bien, physiquement elle est hyper charismatique, et du coup c'est cool d'avoir ce genre de personnage féminin, en plus qui est pas en tenue de super-héros parce qu'elle est plutôt côté politique.
Et moi, j'adore ce personnage aussi. Mais tu sais, il y a un truc en regardant la série justement que moi je me suis dit, il y a une série que j'aime beaucoup sur Netflix qui s'appelle Dear White People. Yes. Pardon. Pourquoi cet enthousiasme, Karl? Alors, je sais pas s'il a parlé près de son micro ou pas, mais vraiment ça gueule. Tout le monde l'a entendu, oui. C'est la vie, Dear White People. Et Dear White People, c'est une super série où il y a quasiment, enfin il y a beaucoup de discours social, mais il y a quasiment que du teen drama. Mhm. Et il y a une sorte d'intrigue de fond, une sorte d'élément de liant qui va être le côté les parents, les anciens élèves, ils ont formé une fraternité secrète, franc-maçonnique et compagnie. Et en fait, ça, c'est un peu le point faible de la série. Parce qu'en fait, ça, ils savent pas quoi en faire. De la même façon que dans Sex Education, t'as en fait le côté, regardez, on va se mettre à la page, faire des personnages non binaires, des personnages trans, etc. dans les dernières saisons, et c'est foiré parce que ça va trop vite et qu'on n'a pas le temps, etc. La dernière. La dernière, ouais. Je te spoil rien ou... Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Et en regardant cette série-là, justement, je me suis dit, mais voilà, ça, c'est une série qui comprend intelligemment, justement, comment faire cette espèce de boucle entre, il faut justement un grand complot parce qu'on est dans une série de super-héros avec des grands méchants, et il faut aussi un côté adolescent qui va évoquer les problématiques du présent, et qu'il fait quand même assez intelligemment, à tel point, justement, que je me demande, moi, s'il aurait pas été préférable de ne pas finir sur la conclusion de la fac. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en partie spoiler. Parce que, comme tu dis, Newman, c'est super cool et ça rend la série super importante. Et on sent le plan de Prime Video qui va être de faire une saison de The Boys, une saison de Gen V, une saison de The Boys et d'avoir tout le temps un flux tendu de production où tu resteras dans l'univers de The Boys. Plus une saison au Mexique. Plus une saison au Mexique. Alors, il faudra voir si ça sera utile à l'intrigue, hein, c'est pas forcément dit. Mais, moi, c'est un truc que j'aurais plutôt envie de... Enfin, on verra ce qu'ils font de Godolkin dans la prochaine saison. Mais je me dis, c'est vraiment dommage parce que justement, on a eu des séries scolaires, enfin universitaires, qui prenaient des bonnes directions, mais qui arrivaient pas à tout gérer et tout. Et avec la folie et la générosité de The Boys, on arrivait finalement à faire une sorte de bonne spirale qui prend les bonnes idées à droite et à gauche et tout. Du coup, moi, il me reste un petit peu, cette scène de fin me reste un petit peu comme un goût amer parce que autant j'ai envie de voir ce qui va rester avec Newman et compagnie, et Homelander et Butcher. Et d'ailleurs, vraiment, hein, la fin, c'est quand même rendez-vous en saison 4 de The Boys. Ouais, tu vois, là, il y a vraiment un plan en flux, justement, où tu peux pas la voir cette saison comme autrement que une main tendue à venir regarder The Boys, monter dans le panier et tout. Et du coup, moi, c'est ce que je voulais dire, ça m'agace un peu parce que je me dis qu'il y aurait encore plein de trucs à dire en gardant cette intrigue de fond. Hein. Peut-être que justement, après, ils retournent à la fac et ils réalisent que le monde est plus compliqué, comme des étudiants qui ont manifesté, qui se sont fait incarcérer et qui après retournent à la fac en se disant, bon, bah voilà, il faut qu'on lutte différemment, tu vois. Il y a des trucs qui sont possibles de faire. Mais là, j'ai l'impression qu'on a déjà tourné cette page, tu vois. Ouais, mais paradoxalement, c'est si la série amenuise ses enjeux pour la prochaine saison et qu'elle, pour pas non plus dépasser les grands enjeux de The Boys, ça pourrait être potentiellement un reproche qu'on lui fera. Genre, elle est pas assez visionnaire, elle pense pas à mener ses personnages vers une quête un peu plus vilaine, un peu plus, tu vois. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Ligue nationale et de Ligue départementale. C'est peut-être qu'ils veulent aussi, parce qu'ils ont de la vision et des projets pour Gen V et qu'ils veulent pas dire c'est pas parce que c'est un petit spin-off avec des étudiants qu'on va les négliger et que si c'est annulé ça a aucun impact. Je pense qu'ils ont vraiment une vision généreuse et ouais, je sais pas, c'est peut-être pour ça aussi, quoi. Peut-être qu'ils auraient pu faire un truc à la Skins où en fait chaque saison t'aurais suivi un nouveau batch de jeunes élèves. Mais c'est peut-être qu'ils vont faire, hein. Bah peut-être, ouais. Mais du coup, il aurait peut-être été préférable de les tuer parce que moi, à la fin, quand tu les vois au journal télé, là, tu te dis, mais Homelander, il les a massacrés, c'est ça? Il les a butés en hors champ et tout. Bon, il se trouve que non. J'ai envie de dire malheureusement parce que je sais pas ce que tu peux raconter de nouveau. Genre, par exemple, André, il peut plus utiliser ses pouvoirs parce que sinon ça va lui bousiller la tête. Ça, très bien aussi. Le personnage de André, tu dis, lui, il incarne pas de sujet particulièrement de société moderne. Mais en fait, si, c'est le fils de. La relation avec son père. C'est ça, exactement. C'est justement, c'est l'enfant népotiste qui lui ne veut pas devenir l'héritier de son père, qui veut pas reprendre la boîte familiale. Ce qu'il veut, c'est fumer des bédos et s'amuser. Voilà, c'est un jeune, c'est normal. Et il a la pression familiale qu'on voit pareil dans plein de séries. Mais t'as le personnage pareil dans Dear White People. Oui, c'est comment il s'appelle? Je sais plus. Celui qui est président du conseil des élèves là, qui est super beau gosse et tout. Et justement, lui au départ, il part comme l'enfant star, etc. On te dit tu vas être le nouvel Obama, nanana. Et finalement, en fait, à la fin, il dit moi j'ai envie de trouver qui je suis. Et du coup, ce qui je suis pour l'instant, c'est fumer des beds et picoler et niquer. Et c'est normal, c'est une période de la vie où tu te cherches, tu cherches ton parcours et tout. Ça, tu vois, c'est un peu expédié à mon sens. Je trouve qu'on perd un peu de vue le personnage d'André qui, comme je disais tout à l'heure hors micro, passe plus pour une sorte de héros au début parce que c'est lui qui amorce l'enquête. Et puis il y a tout ce côté avec Cage qui est pour moi super touchant. Il est un peu perdu aussi, lui aussi, c'est pas vraiment ce qu'il veut. C'est-à-dire que même s'il rejette cet héritage, il aimerait aussi être un peu le number one boy, tu vois, parce que quand Golden Boy meurt, il se dit enfin mon moment d'être le numéro 1 et pas le sidekick toujours derrière.
Et il se projette aussi potentiellement dans ce futur rôle. Et c'est pour ça qu'après il fait les interviews avec son père et tout. Enfin, après c'est malgré lui parce qu'il devient héros malgré lui. Et il se trouve un goût peut-être certains être le numéro 1. Du coup c'est pour ça qu'il est un peu perdu et qu'on a du mal à le comprendre et à le suivre. C'est parce que lui-même il sait pas ce qu'il veut en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis même il y a une sorte de sous-texte dans cette saison. Parce qu'il commence quand même par s'ouvrir par A-Train, Argent les Seven. C'est le premier Renoir dans les Seven. De la même façon que tu comprends que Polarity numéro 1, il a dû, entre guillemets, accepter de jouer le jeu des capitalistes blancs parce que, il avait cette carte à jouer. Et pour sa famille et pour son fils, il a voulu tracer un destin plus... Il y a une super scène dans l'épisode 3 où, quand il dit à son père The Woods, et que, en fait, t'as un plan ultra serré, où tu vois leur regard laisse tomber si tu veux pas mourir. Après, tu vois le contre-champ du père, et tu sais qu'il y a le front ultra plissé, et d'un coup, il entend son nom, et il se met à sourire, mais vraiment, le sourire de soirée, tu vois, en mode, hey, t'es là! Et franchement, ça, c'est des petits moments pareils d'urgence où tu sens la pression que le corporatisme, en fait, impose à ces gens qui gagnent de l'argent, qui ne peuvent pas contester le système parce qu'ils sont à l'intérieur, qui est super bien foutu, je trouve. Juste en deux plans, tu vois. En deux plans serrés, ce qui est une idée de base toute bête. Mais la façon dont il le joue, dont il le porte, même le père, tu sens qu'il fait une pression à son fils. Mais en même temps, lui-même, quelque part, c'est un peu une sorte d'éleveur qui a travaillé avec des engrais Monsanto, tu vois. On lui a filé des pouvoirs, et en fait, ces pouvoirs, qui sont donc liés à son entreprise, ça lui file un cancer du cerveau, quoi. Et ça, pareil, c'est vachement bien foutu. Enfin, il y a plein, quand même, je te dis, de petites idées que tu peux empiler, qui mettent, mises ensemble, marchent très bien, quoi. Même, je parlais du côté Hunger Games, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait beaucoup, je vais y arriver un jour. C'est ce qui m'avait beaucoup, surpris et plu. Mais t'avais quand même tout un truc aussi autour du couple Marie-André. Au début, qui était justement un couple qui était censé être montré comme Pita et Katniss, quoi. Bon, on est dans la période de Hunger Games, donc je vais faire des références à Hunger Games tout le temps. Mais qui justement, pour moi, a pas été bien développé, parce que justement, il faut absolument que t'avances sur le mystère, quoi. Alors que j'aurais trouvé ça intéressant, justement, t'as quand même tout un sous-texte racial, même autour de André et de son père. Parce que c'est, même si je pense que tout le monde a des daddy issues, mais c'est quand même un truc très prégnant de la relation entre un fils noir et son père noir, d'avoir beaucoup d'attentes en fait, et de vouloir absolument être l'héritier de ce père. Ça, je trouvais ça hyper intéressant, et le fait qu'en fait qu'il le parque avec l'autre seule meuf noire en fait en tout cas qui a beaucoup de célébrités dans l'école. J'aurais trouvé ça intéressant de développer, quoi. Et finalement, c'est pas beaucoup fait, et je trouve que ça joue pas beaucoup dans leur relation non plus. Ouais, mais je pense que tu le sens quand même chez André, c'est le concept un peu de la Black Excellence. Oui, totalement. Dont Tennessee Coates a beaucoup parlé, qui disait que justement, en fait, les Renois aux États-Unis doivent travailler 2 fois plus dur, parce que, en fait, pour y arriver, il faut qu'ils soient 2 fois meilleurs que les Blancs, et en étant 2 fois meilleurs que les Blancs, ils seront, en fait, juste l'équivalent des Blancs. Parce que c'est ça qu'on leur demande. Et ça, je trouve que tu le sens vachement chez André, le côté justement je bifurque, et en fait, je ne veux pas être Golden Boy Junior. Enfin, Golden Boy numéro 2. Ça marche vachement bien. De la même façon que c'est intéressant, même si l'acteur est ce qu'il est, d'avoir pris un fils d'eux pour jouer Golden Boy. Parce que justement, c'est Patrick Schwarzenegger qui est donc le fils de Arnold Schwarzenegger, pour ceux qui voyaient pas. Même si la ressemblance, c'est pas du tout évidente, hein, je trouve. Bon, moi, tu me l'aurais pas rappelé de son nom, j'aurais pas fait le rapprochement. Ouais, voilà, Pourtant, en plus, j'ai rédigé sur la série, mais. Franchement, Schwarzenegger, c'est un nom tellement commun, c'est le Dupont, écoute, en Alsace. C'est le Dupont autrichien. En Alsace allemande, écoute, oui. Oui, c'est vrai que oui, on oublie qu'Arnaud est allemand lui-même, donc, pour respecter mes origines, merci. C'était un monsieur Lefebvre comme les autres. Voilà. Et justement, lui, par exemple, qui arrive tout de suite comme cette projection de l'idéal américain, et tu vois, t'imagines les parents riches, t'imagines le gamin qui a jamais eu à lutter dans sa vie et tout. Et en fait, tu vois justement que ce rôle, et c'est ça qui est génial, c'est dès la mort de la série, on te montre qu'en fait, le fils modèle et du corporatisme et de la tradition américaine, le beau gosse, il est blond, il a les yeux bleus, il est fort en sport, tout le monde l'aime bien, il est gentil en plus. Et ben en fait, cette pression-là, elle est horrible, et il finit par se foutre en l'air. Et cette scène, justement, dès l'épisode 1, quand elle se termine, tu te dis, mais voilà, on va parler de ça, on va parler de quel monde les États-Unis fabriquent pour les gamins, quoi. Et moi, ça marchait directement, quoi. Surtout qu'en plus, c'est un personnage qui est hyper silencieux, il a pas beaucoup de lignes. Alors, j'imagine parce que Patrick Schwarzenegger est pas non plus un acteur de ouf, mais il parle pas beaucoup. Et du coup, tu te dis... Tu l'as senti passer la balle perdue dans ta chute. Oui. On peut le dire, c'est pas non plus le meilleur acteur de la série. Disons que heureusement pour lui qui meurt vite, quoi. Mais du coup, tu te dis, waouh, mais c'est parce qu'en fait, il a cette figure, tu sais, tellement héroïque de l'homme qui est posé là et qui parle pas. Du coup, on imagine que tout se passe dans sa tête, que c'est quelqu'un de très cérébral. Mais non, en fait, tu te rends compte que
c'est un gamin qui a été ravagé. Et c'est horrible, hein, en fait, quand tu découvres au fil des épisodes la sous-couche, genre avec son frère, avec la relation qu'il avait avec le directeur de l'école. Enfin, c'est horrible et c'est ça. Puis le fait qu'il faisait brainwasher littéralement, en fait, je sais pas, toutes les 3 semaines, quoi. Et c'était incroyable parce que du coup, t'as ce côté rêve américain, tu sais, la figure justement du Golden Boy, du garçon parfait. En fait, voilà, c'est du brainwashing, c'est absolument pas ce qu'il voulait être à la base. Et moi, je m'attendais justement à un revirement de ça. Parce que pour moi, justement, le Golden Boy, c'est celui qui est présenté comme Golden Boy par les universités américaines. C'est un peu comme Promising Young Woman. C'est-à-dire que c'était le mec, c'est le Promising Young Man, c'est le mec, en fait, on va mettre toutes nos économies dessus. C'est celui qui va faire du sport, c'est celui qui va être le représentant de notre école. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours attendu à ce qu'il ait des crasses, en fait, derrière. Et je trouve que c'était un bon revirement, justement, de ce trope du Golden Boy qui, justement, derrière, qui est la victime, en fait, qui est la vraie victime, en fait. Ouais, en fait, qui lui, en fait, est la vraie victime de ce système-là, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs très intéressants sur le revirement des tropes américains sur l'université et tout. Oui. Moi, je voulais dire que revenir quand j'exprimais le fait qu'il y avait des épisodes qui, à mon sens, étaient un petit peu en trop. Je trouve que toute la séquence de rêve, en fait, enfin pas de rêve, mais quand elles sont dans la tête de quand ils sont dans la tête de Kate, Harley Quinn, quoi. Enfin... Ouais, l'épisode Harley Quinn, l'épisode où on te balance le caméo de Soldier Boy pour pas grand chose, même si ça me fait plaisir de revoir Jensen Ackles. Là, limite, je trouve qu'il est, t'as dit quoi? Moi aussi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il est sympathique. Il est très bon acteur. Il est excellent acteur. Voilà, tu aimes bien son jeu d'acteur. Oui, j'adore. Voilà. Son bouclier est très bien. Le jeu qui est sous son costume, du coup. Surtout. Oui. Mais ça, c'est clairement une sorte de renvoi d'ascenseur parce que c'est le meilleur pote de Kripke qui l'a fait venir juste pour ça. Ouais, mais je le trouve moins à propos, en fait. Je dis pas, je comprends le fanservice, je comprends le cameo et je l'apprécie en tant que tel parce qu'il y a rien qui me fait plus marrer que de voir Jensen Ackles enchaîner les saloperies et dire des gros mots et parler vraiment comme blood is red, not red comme me. Ouais, c'est ça, comme le dernier des connards, tu vois. Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais en fait, du coup, c'était bon. Déjà, on a compris vers où ça va aller. De toute façon, ils vont réussir à sortir de son cerveau et corriger les trucs, tu vois. Mais du coup, tu te retrouves avec ce segment qui est quand même un peu long. Tu te dis, bon, pourquoi avoir produit un épisode là-dessus, et même celui d'avant, justement, avec le blackout, où, enfin, moi perso, j'avais compris à la fin de l'épisode déjà, hein, que c'était, oui, c'est bon, on a compris que c'était Rufus, ou qu'il y avait eu un bail d'effacement de mémoire, quoi. Au final, c'était pas lui. Non, c'était pas lui, c'était Kate. Mais oui, c'est le seul truc, c'est le seul truc, oui. De découvrir à la fin que c'était Kate qui l'avait fait. Ouais, bien sûr. Mais dans le sens que tu comprends assez rapidement quand même la démarche, et je pense que tu pouvais faire durer le truc moins longtemps. À mon sens, et c'est là où je trouvais que la série avait son problème de rythme, notamment parce que je trouvais que c'était peut-être la partie la plus conventionnelle, en fait, dans ce que tu t'attends par rapport à tout ce que tu as vu avant. Voilà. Ouais, mais quelque part, en fait, c'est dommage parce que je te dis, pour moi, il manque 1 ou 2 épisodes. Ils auraient, parce que ça me rappelle, je sais plus quelle série où on disait on avait exactement le même débat. Je crois que c'était avec Aurélien Vives, ou je crois que c'était pas Miss Marvel ou quelque chose comme ça, où je disais vraiment, putain, ça aurait vraiment pu être plus court, et l'autre disait non, il fallait plus d'épisodes pour développer. Non, mais on n'était pas d'accord du tout. C'est logique, parce qu'en fait, ce very bad trip moment, on va l'appeler, tu vois. Justement, pour moi, il a une utilité qui est super cool, c'est que ça te fait avancer déjà dans la relation entre Jordan et Marie. Ça te fait sauter des steps où tu comprends que l'intrigue d'un coup a bondi et qu'on va plus du tout parler de la fac, etc. Et c'est là, justement, que tu manques un épisode pour explorer, par exemple, la relation, la romance qui naît. Qu'est-ce qu'on fait de Kate? Parce qu'en fait, dès ce moment-là, Kate, ça va devenir la méchante. Le changement de paradigme. Et en fait, du coup, je trouve que c'est pas bien justifié. Enfin, c'est pas bien justifié. Si, tu comprends, traumatisme parental et tout. Et c'est à ça que c'est l'épisode. Tu vois, là, tu revis sa scène avec le petit frère qui a disparu et tout. Mais il manquerait un épisode où on la rentrait plus humaine, parce que directement à la fin, c'est genre, ok, on va buter les humains. Bah, c'est surtout qu'en plus, t'as l'impression que l'actrice elle-même découvre ce plot twist, parce qu'en fait, non mais attends, je délaye comme les crêpes. C'est-à-dire qu'au début de la série, elle joue pas du tout la même façon que à la fin, alors qu'elle est censée connaître ce qui s'est passé dans son passé avant, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ce changement me dérange un tout petit peu, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'elle découvre elle aussi son plot twist sur son personnage. Genre, ah ouais, merde, j'aurais dû peut-être de jouer différemment, en fait, si j'avais su que c'était comme ça. À mon avis, ça, c'est un problème qui est inhérent peut-être à la réécriture ou au choix de casting, mais au départ, elle joue vachement de manière très évanescente, très pure, très angélique, etc. On a mis un côté Mean Girls, tu sais, la blonde qui boulie un peu, c'est parce qu'on notre cerveau est formé par ces codes-là, mais en vrai, à aucun moment on dit qu'elle est populaire plus que les autres, elle. Bah, elle sort avec Golden Boy, c'est l'attitude quand même. Oui, mais elle fait aucun commentaire sur les autres élèves de l'école et tout. C'est plus Jordan, la Mean Bitch, en fait, au début. Enfin, la Mean, ou le Mean Bitch. Mean Bitch.
Mais t'as l'autre aussi qui devient un peu la pote d'Emma et qui se réapproprie après, c'est qui lui fait témoigner sur ses troubles ça, et qui elle c'est la mean bitch du coup clairement. Ah ouais. Oh, c'était vilain ça, ouais. Elle a pas assez payé d'ailleurs elle. Ouais, clairement moi je croyais qu'elle a buté. Ah ouais, j'étais vénère. Moi je voulais un payback vénère sur ce personnage qui est horrible parce que du coup après elle a une autre, tu la vois qu'elle a une autre victime, donc celle avec la queue de souris, ouais. Et je voulais qu'elle paye cette salope. C'est sa victime et son acolyte en même temps, tu vois, c'est trop bizarre. Mais ça rend agressif The Boys, du coup t'as envie. C'est quand même trop bizarre parce que ce personnage, quand même, dans un monde où les gens peuvent faire de la glace et devenir géant, etc., elle a juste une queue. Et t'es admis à la fac parce que tu sais, c'est comme l'enfeuse 2-3 où t'as l'enfeuse qui a le magot à motte et t'as un mec qui peut péter par les oreilles, quoi. C'est, voilà. Mais l'enfeuse, c'est le héros de la légende. C'est vrai aussi. Mais, du coup, on parlait. Ouais, moi, au début, justement, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait de Kate parce que tu as juste le jeu avec les gants. Ouais. Qui faisait très Malicia, mais je pense qu'il y a plein de références à X-Men qu'on ne voit pas forcément. Moi, je pense à Misfits aussi, je sais pas si vous avez vu. Alors, parle dans le micro, ouais. Vous avez vu? Non, il parlait dans le micro, là. Je l'entendais pas assez. Pardon. Vous avez vu Misfits? Oui. Bah, Alicia. Notamment, Alicia qui, bon, elle peut faire tomber amoureux toutes les personnes qui la touchent. Ah oui, oui. J'ai beaucoup pensé à Misfits, voilà. Très bien. Mais tu vois, n'hésite pas à nous dire dès que tu repenses à autre chose, hein, du coup. Ouais, non, y a pas de souci, voilà. Comment il s'appelle dans Misfits, le weirdo qui devient ensuite super bon au parcours et tout? C'est ça? C'est Simon, non? Parce qu'il y a celui qui est immortel, c'est Nathan. Qui devient, du coup, un super-héros après, du futur, je sais pas quoi. Ouais, c'est Simon. Ouais, voilà, Simon, exactement. Ouais. Bah, lui, Simon, pardon. Je pense qui est joué par, qui jouait dans Game of Thrones. Oui, dans Iwan Rheon. Bien sûr. Oui, exactement. C'est Iwan Rheon. Voilà. C'est son premier rôle à la télévision britannique et tout, il était génial. Tout à fait. Et justement, lui, je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Sam, tu vois. Le côté, il est creepy mais charmant. On sent qu'en fait, c'est pas un mauvais gars, mais qu'il peut partir en vrille à tout moment. Charmant. Bah, Ewan Rheon dans Misfits était charmant. Quand il tombe amoureux de la nana, etc. Enfin, tu vois. Bah, après, il bouffe des bites plus tard, mais c'est une autre réalité. Il fait manger des bites. Il peut être charmant et bouffer des bites, alors qu'est-ce qui se passe? Non, mais sauf que là, c'était littéral. C'est qu'il les coupe, il les fait cuire. Au sens cannibale du terme. Je parlais de Ramsay Snow. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Oula. On va faire une caption de ce moment. Pardon. Donc, tout ça pour dire que, et c'est ça qui est raté pour moi avec Sam, c'est qu'ils savent pas du tout quoi en faire à la fin de la saison. Ouais. C'est en mode, lui, il est traumatisé, ça va, et il a déjà tué. Et tout le développement qu'on fait pour le rendre, en fait, sympathique, voir qu'il a des problèmes mentaux. En fait, à la fin, non, c'est juste un mec qui se fait manipuler par n'importe qui. Il va à un rallye de facho, et d'un coup, ça devient en mode Uber nazi, viens, on tue les humains, etc. Ça, je trouve un peu précipité. Ouais. Alors qu'ils avaient essayé d'en faire un héros plus charmant. Il y avait des scènes qui étaient assez touchantes d'ailleurs quand ils vont au drive-in et tout. Tout son côté, je ne parle qu'en référence cinématographique, qui est plutôt marrant au début, parce que tu comprends en fait ce que il se souvient juste de quand il allait au cinéma avec son frère, et c'est les seuls souvenirs qui lui restent. Et il compose avec ça, et les seuls souvenirs qu'il a d'agréable, c'est le Muppet Show. Donc il voit tout en Muppet Show. Tu vois, c'est des bonnes idées. Et je trouve qu'à la fin, encore une fois, à mon avis, il manque un méchant qui va être plus fédérateur que Kate, parce que Kate c'est pas une méchante. Kate c'est une meuf qui a été manipulée, qui a manipulé, voilà, elle souffre d'un traumatisme aussi. C'est pour ça que je pense que quand Homelander arrive, en fait, t'as cette espèce de pression qui tombe de dire, voilà, ça y est, maintenant je sais vraiment où est le bien, où est le mal. Clairement, Homelander, c'est pas le bien. Et là, du coup, ça me rassure dans l'idée qu'en fait, tous les personnages qui sont là sont en fait des placeholders d'un truc qui est beaucoup plus gros, qui est beaucoup plus méchant, qui est beaucoup plus dangereux. Et c'est lui, en fait. Une occasion manquée pour Shetty, justement. Bah, ouais. Parce que pour moi, justement, c'était elle enfin, d'ailleurs, c'était grillé dès le début, en fait, bien sûr. C'était une antagoniste. Mais, peut-être à trop vouloir trouver des motivations qui, justement, diluent cet antagonisme. En fait, il te manque un vrai méchant, quoi. Mais en fait, je trouve que la nuance de gentil méchant, elle est un peu perdue pour le groupe des personnages principaux. C'est-à-dire que voilà, comme on disait au début, Jordan, c'est la personne qui bully. Du coup, elle est toujours, enfin, Yel peut toujours sur cette tangente. Marie aussi, elle a déjà tué et du coup elle a un pouvoir qui est hyper dangereux, voilà, donc toujours aussi sur cette tangente, Sam sur cette tangente. Tu vois, ils ont tous un peu et puis Sam aussi. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à vraiment leur poser une identité propre, tu vois, en disant toi t'es méchant, toi t'es gentil, toi t'es plutôt potentiellement à revirer facho, toi non, parce que justement ils sont toujours sur cette espèce de construction de zone grise où du coup tu sais pas trop à quel moment ils vont péter un plomb. Genre la scène finale où Marie explose le bras de Kate. Moi, je l'avais pas vu venir aussi, celui-là, c'était sacrément dégueulasse. C'était ouf, quoi. Mais on peut pas dire vraiment. Longtemps pour qu'elle utilise ses pouvoirs, quand même, parce que, tu parlais de l'enfeuse, c'est comme quand Sixie réalise qu'en fait, elle peut juste faire bouillir le sang des gens et que voilà, en fait, elle est juste beaucoup trop forte.
tu dis mais oui, si elle contrôle le sang, tout le monde a du sang, donc elle peut faire ce qu'elle veut. Ouais, mais elle s'est brimée toute sa vie, en fait. Je pense qu'il rencontre avec Victoria qui a... Ah non, parce qu'elle a pas montré c'est quand elle explose la bite de Rufus. Oui, c'est quand elle explose la bite de Rufus, oui, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup de bites apparentes dans cette série. Mais c'est ce que je t'ai dit au début. Ouais, t'as raison. On te croit, Happy, on te croit. Ceci, moi, franchement, je trouve que t'es un peu cruel avec le personnage de Jordan, parce que, à mon sens, c'est peut-être celui ou celle qui est écrit de la manière la plus cohérente du début à la fin. Le fait que ce soit un ou une bully, c'est justifié par le fait que son père est justement le rejet de ses parents, l'archétype en fait du père qui n'accepte pas la transidentité. Alors je suis pas dur envers le personnage de Jordan, je suis dur envers la relation entre Jordan et Marie. Ouais. Enfin moi le personnage de Jordan il me va plutôt bien. C'est juste que personnellement je trouve que les deux donc l'acteur et l'actrice qui jouent Jordan n'ont pas le même niveau de charisme. Et donc, j'ai pas été aussi connecté. Je pense qu'en fait, ce personnage aurait totalement marché avec moi. Genre, il marche avec moi à 70%, tu vois. Mais il aurait marché avec moi à 100% si j'avais été convaincu par l'acteur masculin aussi, tu vois. Ouais, disons qu'ils sont très beaux tous les deux, mais elle est un peu plus charismatique que lui. Non, mais c'est London Ford, c'est terrible, elle joue mieux, ouais, enfin. Mais après, en plus, c'est marrant parce que t'as des idées qui sont, mais toutes bêtes. Déjà, je trouve ça super intéressant. La première scène de baisse qu'elle a, en fait, c'est quand elle est en meuf. Ça, c'est un choix qui est plutôt audacieux parce que justement, tu te demanderais comment un network comme Prime Video pourrait se poser la question de c'est quoi la sexualité des personnes non binaires en fait, tu vois. En fait, c'est qu'au début, ils s'embrassent quand Jordan est en homme, et du coup, il y a un cut sur leur scène de baise, et du coup, quand ils se réveillent, Marie et Jordan dans le même lit, Jordan est en meuf. Non, mais je parlais de la scène avec quand elle baise avant que ses parents n'arrivent. Ah oui, voilà, pardon. Oui. Ça déjà c'est une intro. Et que c'est un mec qui peut se rendre translucent, enfin qui peut traverser le mur et qui débarque du coup à poil. Littéralement Kitty Pryde, hein. Ouais, mais qui débarque du coup dans la chambre d'à côté et que t'entends le truc qui est What the fuck, dude. Et tu vois, justement, je pense que avec un humour plus gras ou moins de respect pour ce que les personnes non binaires ou trans, ils auraient fait une scène où elle aurait changé d'apparence pendant la baise et compagnie, alors que là pas du tout. En fait, on t'explique qu'elle est à l'aise, elle est à l'aise, pardon, je suis désolé, au pieu, en femme ou en homme, et ça n'a aucune importance de son point de vue. Mais dès que ses parents arrivent, tac, elle passe en mode masculin. Après, elle va changer pendant que son père en fait décrit sa jeunesse, etc. À mon sens, c'est un personnage qui fait très peu en fait de fautes d'écriture. Surtout qu'il y a des petits passages hyper intelligents, par exemple que Marie lui fait un reproche, pourquoi tu te mets en homme quand tu veux t'imposer. Oui, c'est un truc tout bête cette réplique, mais je me suis dit putain, ça c'est intelligent, grave. Ça c'est un truc d'écriture qui me plaît vachement sur l'écriture d'un personnage non binaire, quoi. Et puis en plus tout le côté justement que, enfin je trouve qu'il y a peut-être plus de scènes en meuf. Oui. Alors qu'en fait, on t'explique que Yen est né dans un corps masculin. Oui. Et ça, justement, c'est pareil, c'est des petits choix qui sont super intelligents si tu te poses 2 secondes pour y réfléchir. Et encore une fois, c'est le seul personnage qui combat Golden Boy et qui arrive à lui tenir la dragée haute au début. Ouais. Et pareil, super scène de combat parce que on t'explique pas quels sont les pouvoirs, en fait. C'est toujours démonstratif. C'est que, au départ, paf, je te mets une bastos et tu comprends que, quand il est en forme d'homme, les bastos, c'est pas grave, ça va, je tiens le coup. Pif la scène de combat et tu comprends qu'en fait la forme masculine a des pouvoirs particuliers, la forme féminine a des pouvoirs particuliers. Le combat, je trouvais plutôt même assez généreux au début parce qu'on t'explique bien Golden Boy c'est le Homelander de la fac, quoi. Enfin honnêtement, personnage avec qui j'ai pas du tout de reproche à faire. C'est vraiment pour moi le personnage de Kate qui vient comme un cheveu sur la soupe, où t'as envie de la plaindre et t'as envie de dire en même temps secoue-toi. C'est quand même un peu une connasse, quoi, tu vois. Et en définitive, ce groupe de héros, moi, d'héroïnes et de héros, j'aimerais bien les retrouver pour la prochaine saison. Moi aussi. Sans comprendre exactement ce qu'on pourrait encore en faire maintenant, quoi. Non, je suis assez d'accord. C'est, enfin, je vais me répéter, hein, mais c'est juste, je pense que il m'a manqué, en fait, des liens entre les persos, en fait. Il m'a manqué, je les vois pas comme un roster de personnages, en fait. Enfin, je les vois comme des personnages qui sont très bien écrits individuellement. Mais en termes de relations, à part Kate, pas Kate, Marie, non, Marie et Emma, où j'ai beaucoup aimé leur relation parce que je trouve que c'est un peu la relation qui évolue vraiment au fil de la série. Je trouve qu'il manque une évolution de personnages, quoi, au niveau de ces relations. Après Jordan, j'ai aucun problème avec elle. Je trouve que moi j'ai beaucoup aimé la scène avec ses parents, moi m'a vraiment ému, tu vois, enfin où elle lui dit mais comme tu fais ça pour nous nuire, etc. Enfin c'est un truc qui me parle personnellement. Je trouve que les relations entre les enfants et leurs parents étaient justement très bien réussies, quoi.
que ce soit André et son père, que ce soit Jordan et ses parents. Emma et sa mère aussi, sa mère qui est vraiment et Emma et sa mère, mais quel enfer. Qui rappelait aussi du coup la relation de Starlight avec sa propre mère d'ailleurs. Ouais. Ça c'est pareil, c'est super bien écrit quoi. Ouais, tu imagines très bien la daronne qui dit des trucs comme ça. Tu vois, c'était un peu de ce que je disais au début, c'était le fait que déjà dans The Boys il y avait ce traitement des femmes par rapport à leur image, à leur corps qu'on avait un petit peu avec Starlight et sa propre mère. Et là du coup, mais ça y va encore plus à fond, genre vraiment là c'est ma mère est responsable de mes troubles alimentaires, etc. Enfin c'est hyper violent quoi. Et ça c'était un peu plus intelligent de le faire sur une jeune adulte quoi. Puis la phrase you have to make with what you've given. C'est en fait tu pourras jamais être la resta, tu vas juste devenir en fait un phénomène de foire parce que c'est ton seul moyen de devenir quelqu'un. Elle pique cette phrase vraiment, il y a un côté parce que tu sens qu'elle est pas mal intentionnée la daronne en fait. Bah surtout que c'est encore plus cruel. Elle a des problèmes d'être c'est pas une bonne mère, tu vois, mais elle a envie que sa fille parce que c'est encore plus cruel parce que quand on sait que c'est les parents qui les ont fait comme ça. Oui, tu vois, c'est en fait les enfants ils ont jamais rien demandé. Oui, et c'est là que je parlais du titre de Gen V, qui parce que c'est une génération où en fait ils se sont portés volontaires pour injecter du compound V à leurs enfants dans l'espoir d'en faire cette réplique de Kate qui dit tes parents c'est des enfoirés, ils t'ont injecté un truc dangereux to make a buck out of you, tu vois. Enfin, et effectivement ça marche très bien dans une teen fiction où t'as toujours ce rapport au monde des adultes. Et est-ce qu'on n'a pas envie de devenir parce qu'on a envie de devenir comme eux, etc. C'est toujours assez précieux. Quand tu fais tous les profils, en fait, tout est plutôt bien fait. De ce point de vue-là, ouais. Je dis, pour moi, vraiment, il me manque qu'un petit épisode de plus sur la partie fac et on n'est pas loin d'une très bonne série. Hein. Là, on est une bonne série. C'est une bonne série. Un épisode dédié au mec invisible qui baise dans la main, on peut faire. D'ailleurs, c'est pareil, ça, on te dit que c'est running gag. On te dit que c'est le fils de Translucent. Mais pareil, ça arrive à la fin et tu c'est pour ça que c'est un gros dégueu. Mais ce running gag, en plus, je sais pas, t'ouvrais une porte, tu le voyais avec son lama, mais tu sais, mais c'était à chaque épisode, tu le croisais. Le mec ne sert à rien juste pour faire un comique de répétition débile. Ça, en plus, c'est clairement du Seth Rogen dans le texte. Enfin, c'est un voisin, quoi. On va faire un séminaire sur le consentement. Tu vas faire un séminaire sur le consentement avec la bite à l'air? Ouais, ma bite, elle est à l'air. Et alors? Il est un gros dégueulasse. Il y en a plein des personnages comme ça et, tu vois, là, tu retrouves l'humour gras de Garth Ennis. Dans un monde aussi, on a quand même pas beaucoup parlé de la scène avec la grosse bite. Oui, parlons de la scène avec la grosse bite. C'est quand même génial. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un plan comme ça, facial de Zigouigoui, quoi, parce que c'est quand même pas si fréquent la Zigouigoui. Et t'as quel âge? Alors, vas-y. C'est quoi le mot approprié? Pénis? C'est pas très agréable à l'oreille. C'est pas très ASMR dans le micro, pénis. Faisons un tour de table. Donc, la grosse queue. Franchement, ça, c'est génial comme van. Là, c'est du Garth Ennis dans le texte. C'est vraiment quand elle tombe sur les couilles et que le mec kiffe et qu'elle lui met un coup comme si c'était un cheval. Mais moi, j'ai hurlé de rire. C'est utilisé dans un cadre de sexualité, genre, mais dis-moi que c'est la plus grosse que t'as vue, tu vois. Et genre, elle est saoulée, genre, oh putain, mon Dieu. Et ça m'a fait tellement rire. Surtout qu'elle dit, parce que clairement, on lui a déjà demandé de faire ça. Donc, c'est sûrement, peut-être que c'est une des plus grosses, machin. Et la façon dont, même la mean bitch, qui le voit le lendemain, et qui lui dit, est-ce qu'il t'a demandé de dire que c'est la plus grosse bite qu'il a vue parce qu'il complexe de ouf sur sa petite queue, quoi. Enfin, tu vois qui baisse que des gens de petite taille à chaque fois. C'est ça. Parce que vraiment c'est vrai que c'est le côté c'est la même chose que de l'ouverture de la saison 3 avec le plan du quand il rentre dans l'urètre. Ouais, c'est ça, voilà, quand ils rentrent dans l'urètre, où ils ont dû construire du coup en très grande taille en fait des reproductions, et là effectivement ils se sont amusés à modéliser un énorme pénis comme ça sur lequel l'actrice pouvait réellement s'agripper, quoi, tu vois. Un pénis ça va. Un pénis ça va. Le pénis c'est gentil, c'est mignon, tu vois. C'est une petite pièce britannique. C'est les deux. The penny. C'est ça. Donc oui, non, on parle de. D'ailleurs, en vrai, il y a beaucoup, moi qui suis fan justement de ces conneries, genre Chérie, j'ai rétréci les gosses, l'homme miniature. Mais en vrai, quand tu sais, quand le film en train de se dire, moi je bats des mulots dans un ring. Moi, je veux bien voir cette chaîne. Meilleure chaîne YouTube, bien sûr. De ouf, avec son petit rat de domestique et tout. Et puis quand elle rentre dans l'oreille du gars, c'est pareil, ouais, ça c'est violent, ça. Moi, je m'attendais vraiment, je me suis dit, en fait, si c'était un truc à la Garth Ennis, elle serait juste devenue plus grande à l'intérieur du gars. Pour faire exploser la tête, ouais. Mais en fait, elle peut pas, parce qu'elle va pas commencer à manger le cerveau, tu vois. Et donc, la façon dont c'est filmé, et quand elle ressort couverte de sang, en plus, plan qu'on avait dans le trailer, on savait pas qu'elle était miniature. Franchement, c'est, vous qui êtes fan de violence, je m'adresse à Arnaud et Abby. Ça, c'est une scène qui, pour moi, ferait très bien dans un slasher super-héros, tu vois. C'est un truc tellement dégueu que t'imagines à l'intérieur la meuf qui se bastonne avec des cellules cérébrales
pour passer de l'autre côté. Mais justement, moi, c'est la première réflexion qui m'est venue quand j'ai vu cette scène et que tu la vois ressortir de l'autre côté. Je me suis dit, putain, belle gosse, parce que moi, si j'avais fait ça, j'aurais pas trouvé mon chemin là-dedans, parce que j'y connais rien, moi, en anatomie. Ouais, je me suis dit, putain, je suis perdu, je vais où, là? Je suis dans le nez et tout. Donc, surtout qu'elle a quand même dû péter la boîte crânienne à la main, quoi. Ah, je sais pas comment ça se passe là. Ah non, pas par l'oreille. Bah, comment tu vois? Attends, parce que l'oreille connecte directement au cerveau, c'est ça, Arnaud? Arnaud est biologiste, attention. Ouais, mais je suis microbiologiste, donc je sais pas. T'as une entrée directement depuis l'oreille. Mais pour moi, oui, pour moi, ça va rentrer directement dans le cerveau. T'as pas, je crois pas. Enfin, j'en sais sûrement rien. un médecin qui nous. Je me suis jamais posé la question. Bon, allez, sors la scie, on va regarder. Ouais. Allez. Mais du coup, voilà, très bonne scène et quasiment toutes les scènes de violence pour moi sont bien foutues. J'ai peut-être plus de mal avec la scène Muppet Show où il bute tous les soldats. Oui, parce qu'encore une fois, c'est un peu du déjà vu C'est avec ce qu'on avait Black ouais. Noir dans The Boys. Et puis en fait, l'idée est marrante pour la scène de baise, mais de là à ce qu'il voit tout le monde dans Muppet Show. Oui, avec la main comme ça sur la vitre à la Titanic, ça m'a tué. Voilà. Enfin, une série qu'elle est bien, quoi. Karl? Bah, moi, je suis d'accord. En fait, là, Arnaud regarde son téléphone et donc j'essaie de meubler. C'est pour vérifier, comment ça marche. Alors, il est en train de chercher est-ce que tu peux rentrer dans le cerveau directement par Ouais, c'est ça, tu peux rentrer directement parce qu'en fait, t'as un trou au niveau de la. Mais t'es dans le noir quand même, genre bien. Ah oui, par contre, oui, il faut une lampe torche. Comment elle a respiré pendant tout le voyage? Ça va, je pense, parce que la scène est assez vite. Je pense que tu peux retenir ta respiration une bonne minute. Mais c'est juste trouver. Non, pas long, je veux dire, enfin, tu sens que elle explore quand même. Mais il faut bien que les ondes sonores pénètrent, enfin touchent les organes sensoriels et qu'après l'information soit reliée au cerveau. Donc je peut pas y avoir une barrière de la boîte crânienne. Ce podcast part trop long. Faut qu'il y ait quand même un lien, tu vois, quel qu'il soit. Donc j'ai pas. Je croyais que ça passait par en dessous, tu vois, comme ça, pas directement comme ça. Je sais pas. Bah non, voilà, je crois pas. Non, ce débat est extrêmement fascinant. J'ai soulevé un loup. Je te dis, quand j'ai vu cette scène, je fais putain, mais comment elle a fait? Parce qu'elle est dans le noir là-dedans. Comment elle a fait pour? C'est où là? Mais pour le coup, il y a des super scènes super effets de mise en scène quand elle est petite justement, et qui sont agréables à retrouver parce que par exemple des films comme Ant-Man, je pense, proposent pas en fait ce genre de. Enfin, c'est plus une théorie qui voulait que. Non, mais qui rentre dans le trou du cul de Thanos et qu'il explose. Voilà. Mais ça, c'était la réponse de The Boys dans la saison 3. C'est ça, en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont répondu littéralement, genre, ouais, bah, de toute façon, Marvel Studios, c'est des frileux. C'est des frileux. Ils n'osent pas dire un gros mot, là. Ouais, c'est pour ça que j'ai carjacké, là. Des trouillards. Voilà. C'est des trouillards, ils oseront pas le faire. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait avec The Boys saison 3, ouais. Ouais. Clairement. Tout à fait. Bah, on est pas mal, là. Quelle implication, alors? Que pensez-vous que l'implication de la fin de Genevieve sera pour The Boys saison 4? Est-ce que justement Homelander, est-ce qu'il va y avoir vraiment donc dans l'affrontement qui oppose Butcher à Homelander, est-ce que Butcher va les sauver justement Marie, va essayer de les retrouver et les emmener dans son combat? Est-ce que Homelander va s'appuyer beaucoup plus sur Kate pour continuer aussi à clairement faire son rallye présidentiel qui aura lieu dans la saison 14 aussi, parce on a vu les teasers. D'ailleurs, à l'heure où même on enregistre ce podcast, il y a sûrement le premier teaser. Non, je crois que c'est à 18h qui doit sortir. Il y a la première image qui est sortie, mais pas le premier teaser. Le teaser sera là aujourd'hui à l'heure où on enregistre. Il sera sûrement mis en ligne quand on aura terminé le podcast, quoi. Donc, il y aura le motif d'une campagne présidentielle pour laquelle Homelander va concourir. À votre avis, est-ce que vraiment on va revoir ces personnages dans la série mère aussi? Non. Moi, je pense moi, je pense que oui, complètement. Mais... Ah ouais, moi, je pense pas. Moi, je suis sûr. Des caméos, mais je pense qu'ils vont pas être, ah ouais, pas intégrantes? En tout cas, je pense que peut-être le fait de les avoir enfermés dans cette sorte de salle, tu vois, peut-être que ça va être un élément d'intrigue pour Parce qu'en fait, je vous explique juste que Karl n'arrive pas à tenir son micro correctement, alors que c'est la 5e fois qu'il vient dans ce podcast. Ça va être un running gag, désolé. Mais que ça va être un élément d'intrigue peut-être pour Butcher d'aller les sauver un moment, mais je pense pas qu'ils vont être intégraux à l'intrigue de la série. Par contre, je pense que Kate et tout son groupe de néo-fascistes, jeunes fascistes là, va être utilisé par Homelander pour sa campagne, en tout cas. Enfin, je pense que c'est ça que ça prépare, en fait. Tout le côté endoctrinement des jeunes générations dans le fascisme, pour moi, c'est pour préparer, pour offrir une nouvelle balle Homelander pour son arc, quoi. Ben, moi, je pense pas trop. Justement, je pense que le fait de les avoir enfermés, ça nous permet de dire, bon, eux, ils seront au placard pendant la saison 4 de The Boys, et ça nous permettra de reprendre l'intrigue justement dans ce système d'enfermement pour la 2e saison de Gen V, et la 2e saison ça sera eux dans ce complexe qui essayent de sauver, tu vois. Moi je le vois comme ça.
Oui, je suis assez d'accord. Enfin, peut-être pas toute la saison, mais je pense que c'est bizarre, perso, mais... À mon avis, The Boys saison 4, ça peut être plein de choses, évidemment, on a pas vu le teaser, mais je vois bien, pareil, The Boys saison 4 terminé par une post-gen où on les voit dans un environnement qui serait cette prison curieuse. Parce qu'on a déjà eu dans The Boys Butcher qui va dans un espèce d'asile d'hôpital pour récupérer des super-héros. Tu vois, on l'a déjà eu ça. Oui, d'ailleurs il est dans Gen V aussi. Donc je vois pas saucisse d'amour. Ouais, bien sûr, on l'a saucisse évidemment. Tu vois, je les vois pas refaire ça encore pour la saison 4. C'est pour ça, pour moi, ils sont au placard et on verra ça pour ça dépend de la timeline de la saison 4. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est qu'en fait, moi, je vois pas où est-ce que va aller The Boys. Enfin, quel va être le endgame de The Boys, parce que, enfin, au sens, le point final, pas le endgame Avengers. Parce que, je sais pas comment dire. Déjà, il y a une élection qui arrive l'année prochaine aux États-Unis. Kripke, il réagit vachement à ce qui se fait, dans le présent politique américain. Mais là, ça va être terrible parce qu'il y aura la saison 4 sort en 2024. Voilà. Elle va sortir avant le résultat de l'élection et t'auras quand même enfin, ça va vouloir dénoncer en même temps. C'est limite c'est très certainement ce qui risque d'arriver quand même. Ouais, c'est assez terrible quand même. Ouais, bon après on n'est pas sûr que Trump va être élu, hein, mais ouais. Voilà, bon Arnaud est pessimiste de nature, mais on va voir. Mais voilà, en fait moi c'est parce que d'un côté c'est un produit Prime Video, ça marche très bien, ils ont envie de faire d'autres spin-offs, ils ont envie que ça dure le plus longtemps possible parce que ça ramène de la thune et que ça ramène de l'audience et que ça fait du produit merchandising. Moi c'est plus ça en fait, parce que je pense que Gen V, maintenant que c'est à ce point-là lié à la série The Boys, va être conditionné à ce qui se passe pour les plans à long terme de Kripke, et en fait j'ai l'impression qu'on est déjà arrivé à un tournant. Enfin, je verrais mal The Boys arriver jusqu'à la saison 6 par exemple. Tu vois, à mon sens là on est trop loin avec Homelander. La seule piste logique c'est soit qu'il gagne à la fin, soit qu'il se fasse tuer à la fin, dans un combat final avec Butcher où la mort serait la seule issue. Mais tu peux très bien faire. Pour moi, on se rapproche de ce moment-là, tu vois. Bah, tu peux faire Homelander qui est élu, qui gagne son élection, un régime ultra vénère dans lequel ils deviennent une poche de résistance dans un truc, le combat pour essayer de ramener la liberté et tout ça. Ça peut se faire sur 3 saisons supplémentaires en fait. Peut-être. Dans le truc, ouais. Mais moi j'ai une vision plus pragmatique de la chose, c'est que effectivement on développe un spin-off avec des nouveaux personnages, tu les lis à la série mère et tu les refous. Pour moi, je pense qu'ils seront présents et pas juste en termes de camo, je pense qu'ils seront réellement présents dans la série mère pour que ceux qui sont passés à côté se disent ah tiens c'est qui ceux-là, ah mais je les aime bien, ah bah je vais les rattraper et puis en plus je vais aller regarder la saison 2 et comme ça tu fédères toute la communauté de la série mère qui s'est pas forcément encore intéressée au spin-off à regarder l'ensemble de tes produits. Non, pour mais moi, dans la vraie vie la série mère elle a regardé, enfin les fans de la série mère ils ont regardé le spin-off. Bah j'en sais. Bah alors honnêtement, ce genre d'affirmation péremptoire, Corentin, tu devrais t'en méfier. Non mais c'est aussi simple que tu vas regarder les comptes officiels de Gen V sur. Mais combien de personnes n'ont pas suivi les séries Disney Plus du MCU, gars? Ça a rien à voir, c'est de la merde. Alors que là c'est une série qui est sympa. Et en plus il y a pas 40. Je savais pas qu'on était au café du comptoir d'un coup. Il y a pas 40 séries. Évidemment que les fans de The Boys déjà qui sont alimentés tous les jours par un nouveau contenu, une publicité, info trailer, info poster, machin. Mais je te dis, tu vas juste voir les chiffres d'engagement sur les posts de Gen V sur les réseaux sociaux. C'est les mêmes chiffres que The Boys. C'est pas genre plus confidentiel ou quoi. C'est juste, les gens ont intégré ça. Et contrairement à Star Wars ou Marvel, ils ont pas encore eu le temps de lasser les gens, puisque à part Diabolical, qui était un échec relatif, alors que c'était cool. Rien. Non, c'est pas, ouais, ça servait à rien dans l'intrigue. Oui, non, ça apporte c'était un apéritif, clairement. C'est ça. Alors que là, Gen V, c'est clairement, c'est lié à l'univers. Voilà, ouais. Si c'était un film, ce serait le Thor après Iron Man. Mais en bien. Ce serait, qu'est-ce qu'il y a eu de bien après Iron Man? Captain America. Ce serait le Captain America après Iron Man en attendant les Avengers que seront la saison 4 de The Boys. Moi, je reste quand même plutôt dans l'idée qu'ils vont rester à l'arrière-plan, très à l'arrière-plan, mais qu'il y aura une référence X ou Y pour amorcer Paris Kebab, on les voit dans le trailer qui sera diffusé à la fin de ce podcast et on aura le résultat dans le front page qu'on enregistre 3 jours après. Oui, probablement. Mais après, tu m'en dois tellement déjà de base. Ouais, j'allais dire, vous êtes à combien de Paris Kebab, là? Parce que... Beaucoup. Mais après, je crois que j'en ai gagné 70 sur la majorité, donc, voilà. Mais il a quand même envie de jouer ça. Parce que je suis joueur, moi, c'est ça. Et toi, tu refuses les paris kebab quand tu sens que tu vas pas gagner, c'est ça, parce que t'es un lâche. Mais là, je sens que je vais gagner. Très bien. Je crois qu'on a fini. Bah ouais. Ma foi, 1h40, ça va, très bien, j'avais dit, à moins de 2 heures et tout, quand même, c'est une série sympathique, donc disponible sur Prime Video, et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas qu'il y a d'autres façons de regarder vos séries.
c'est pas grave de faire du manque à gagner à Prime Video, et je pense qu'ils s'en porteront pas forcément plus mal, mais en tout cas on espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le faire savoir en partageant l'émission sur vos réseaux sociaux un petit peu partout où que vous vouliez, et puis on se retrouvera très prochainement pour parler d'autres adaptations de cette fin d'année, avec une année 2024 qui heureusement sera peut-être un peu plus calme, un peu plus reposante là-dedans, ce qui nous permettra de nous concentrer plus sur les comics. Karl, Happy, merci beaucoup d'avoir été présente dans ce podcast. Merci. J'espère que l'expérience était plaisante et que vous reviendrez. Bah pour des bonnes séries, oui, parce que c'est rare. Oui, c'est vrai. Et encore une, tu vois, décidément, il y en a qui prennent dans tous les sens aujourd'hui. Puis c'est pas si rare en la fin d'année, là, quand même. Invincible, c'est bien. Loki, c'était sympa. Scott Pilgrim, c'est bien. Oui, c'est vrai que du côté des séries, ce sera désolé. Je retire. Désolé pour ceux qui veulent à chaque fois les podcasts du Cell et Gonzo avec Splinter, mais il y aura peut-être un petit peu moins de ça en cette fin d'année, avec voilà, des choses qui étaient quand même plutôt agréables à regarder par rapport aux croûtes qu'on a eues, et quand même la croûte parfum romarin et sel de mer qui arrivera aussi en décembre, clairement. Tu prends What If? Bah, Aquaman. Ah, pardon. Celle de mer. J'ai réussi à oublier le... Oui, mais je pense pas à ce film. Enfin, pour moi, il est déjà passé. T'as vu comme il est bête, il a pas la référence. Non, je voulais juste dire quand même que, parce que pour ceux qui écoutent pas les front page, il y avait Splinter qui avait écrit à Arnaud quand le trailer de Echo est tombé, pour dire qu'il était triste, le trailer de Echo. Okay. La série Marvel Studio Disney+. Oui. Pour dire qu'il était triste parce que du coup, comme ça avait l'air bien, bah ouais, ça a annulé sa vanne. Et du coup, il était dégoûté. Bah ouais. C'est pas grave. En tout cas, si vous souhaitez également soutenir, on vous rappelle également qu'il y a une page Tipeee qui est ouverte H24 sur laquelle vous pouvez nous aider avec de menus deniers pour nous aider à voir l'avenir de façon sereine sur le podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour la prochaine émission. Salut. Salut. Bisous. Salut.